Et bonjour tout le monde, bienvenue au rendez-vous. Nouveau jingle. Qu'est-ce que vous en pensez les gens? Nouveau jingle 2024, on rentre dans une nouvelle ère pour le rendez-vous. Un nouvel arc. Un nouvel arc, une nouvelle era. Bien joué, merci BPT pour cette intro, légendaire. Bonsoir Mulch. Comment s'est passée ta semaine? Bonsoir à tous. Alors la semaine, là, honnêtement, je suis en train d'apprécier à un niveau émotionnel, à un niveau sensoriel, à un niveau religieux, la neige. Oh! Tu sais ce que j'ai fait? Hier matin, je sors de chez moi, il y a de la neige partout. J'ai commencé à une bataille de boules de neige avec des gens au parc. Genre, il y avait un groupe de... Je sais pas si c'est problématique de faire ça ou pas, en fait. Il y avait un groupe d'ados et j'ai juste commencé, genre, je me suis joint à leur bataille de boules de neige pendant genre 5 minutes. J'avais juste tellement envie de faire des boules de neige et de les lancer sur des gens que je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Là t'es en train d'appuyer la nécessité de la présence d'aires de jeu pour adultes qui permettrait de rendre ça possible sans ambiguïté. Pas de socialisme réellement post-capitaliste sans aire de jeu public pour adultes gratuit. Non. On refuse. Mais ouais, franchement, en tout cas, moi, là où je suis, il n'y avait pas eu de neige. Alors, il n'y avait pas eu de neige qui tenait, parce que bon, des petits flocons, pourquoi pas, des fois il y en a. Mais moi, je te parle du fait qu'il y ait physiquement de la neige par terre. C'était trop bien. Plusieurs jours. Oh, ça n'avait pas été le cas depuis un bon moment maintenant pour moi. Et alors que c'était le cas avant, c'était tous les ans, il y avait de la neige, c'était normal, c'était la saison. Et franchement, il faut profiter de ces petits sursauts d'anomalies climatiques parce que ça fait du bien. Et ouais. Moi, j'adore la neige. J'adore la neige en tant que telle parce que c'est trop cool. Les petits bruits de ton pas sur la neige et tout. De fou. Mais j'aime aussi le concept où il fait très froid. Et du coup, il y a quasiment personne dehors. Il y a des grandes étendues vides. Il y a un calme absolu. Genre, à 20h, tu sors, t'entends rien. Parce que les voitures aussi, elles essaient de pas trop rouler parce qu'il y a des couches de verglas. Donc, j'avoue, c'est très stylé. Vraiment appréciable, je trouve. Moi, mon aspect préféré, c'est les batailles de boules de neige, mais tout le reste est cool aussi. Après, c'est aussi le jour que j'ai choisi pour enfin retourner à la salle de sport. Et j'ai dû prendre mon vélo et genre il y avait du verglas tout le long. Et j'avais trop peur de glisser et tout. Donc bon, il y a quand même des petits aspects négatifs et chiants aussi. Mais non, faut pas prendre le vélo aussi, c'est ça. C'est pas grave, tu marches un peu plus. Mais aussi, j'ai repris ma bonne résolution 2024. Bon, j'ai attendu le 19 janvier, mais au moins... C'est bien, c'est une bonne date. Et à la salle, il y avait évidemment genre tout un tas de gens. Tu voyais très bien les gens qui n'étaient jamais allés, genre ça fait leur 3e fois qu'ils y sont. Genre vraiment, il y a 2 types de gens que tu les reconnais, quoi. Mais après, force à eux, c'est trop bien de commencer comme ça à vous mettre à n'importe quel sport, que ça soit salle de sport, musculation, piscine, badminton. C'est trop bien le badminton. Bref, de quoi on va parler cette semaine? Alors, déjà, il faut parler du fait que y a eu un discours qui a été fait avec des éléments de langage catastrophiques, en fait. Notre bien-aimé Macron Ier, roi de France. Du président de la République. Non, président de la République, attention. Notre monarque. Ne déforme pas les propos. Notre monarque, notre souverain ultime. Bah ouais, si tu veux, on peut commencer à parler de ça. Moi, j'ai aussi envie de parler plus tard du fait que j'ai commencé à payer pour le contenu que je regarde en ligne. D'accord. Une nouveauté. J'ai envie de parler de Wall-E aussi. Oh, oui. Mais aussi, mais ça fait pas partie du segment qu'on a lancé la semaine dernière sur la recommandation de films. Ah. Et il y a des petites nouveautés là-dessus, donc on en parlera aussi de ça. Yes. Bon, alors ouais, ce discours de Macron, interminable cette semaine. Le truc qui, je pense, qui a le plus fait parler, c'est quand même cette phrase sur le réarmement démographique. Je pense que c'est le truc qui a été le plus commenté. Moi, pour être honnête, j'ai pas écouté j'ai rien écouté. Moi, j'ai regardé sur stream, genre on a peut-être regardé 45 minutes
en plein milieu. Et le reste, c'était interminable. Enfin, toutes les personnes qui l'ont regardé en entier se sont plaints que c'était de la pure torture. Pas vraiment surprenant de la part de Macron, hein, on connaît ses discours habituels. Du coup, je te demande des précisions. Quand il parle de réarmement démographique, il parle pas d'avoir des soldats pour faire une guerre. En gros, il a proposé il a juste souligné le fait que c'était un problème, que beaucoup de couples voulaient avoir des enfants mais pouvaient pas, qu'il y avait une baisse de fécondité, que la France avant était, par rapport à d'autres pays européens, était un petit peu au-dessus de la moyenne en termes de nombre d'enfants par femme, de fécondité, etc. etc. Et c'est un problème, ça? Et en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on comprend pas trop. Il y a une proposition qui a été faite, c'est-à-dire sur le congé parental, d'augmenter la rémunération mensuelle pour le congé parental, sauf qu'apparemment, ça serait un truc qui se ferait Parce qu'aujourd'hui, ça peut aller jusqu'à 3 ans, le congé parental, mais tu n'as que 400 et quelques euros par mois. Faut pas confondre le congé parental avec le congé maternité ou paternité. Ouais. C'est pas la même chose. Là, on parle du congé... Le congé dont il est question là, c'est un congé qui est pas rémunéré, tu touches une aide si tu décides de le prendre en fait, et ça te permet, si j'ai bien compris le fonctionnement, ça te permet de reprendre ton boulot après, quand t'es assuré d'avoir ton boulot après. Ouais, c'est ça, c'est ton entreprise peut pas refuser si tu veux prendre un congé parental pendant une certaine durée. Par contre, tes revenus baissent très significativement. Attends, parce que Ok, pourquoi on parle de solution? Quel est le problème? Parce que là, tu dis oui, c'est une solution, on va augmenter le... Là, je te parle de ce que Macron a dit, mais c'est juste un des trucs qu'il a dit. Il propose ce changement-là, mais apparemment, ça va être limité à 6 mois. Donc, en fait, on passe de 3 ans potentiels à 6 mois. Donc, peut-être que tu auras une meilleure rémunération mensuelle, mais la somme totale d'argent que tu peux avoir est inférieure, apparemment. Et 6 mois, ça a l'air catastrophique comme durée. Hein. Bah, je suis désolé, ton enfant, au bout de 6 mois, il est même pas... Genre, rendez-vous compte, au bout de 6 mois, il est même pas placé... dans la scolarité en fait. Non, c'est littéralement un nourrisson. Le 3 ans, il a un sens, c'est que le 3 ans, il a un sens, c'est que ton enfant est dans le système scolaire à la fin des 3 ans, et du coup tu peux techniquement aller retravailler. C'est ça, donc visiblement c'est une sorte d'entourloupe où il fait croire qu'il va améliorer le truc en augmentant la somme donnée, sauf que si c'est que pendant 6 mois, bref, on voit venir l'entourloupe de très loin. Explique-moi le problème du coup. Je comprends toujours pas. Il y a ce truc-là qui semble être une arnaque, et le truc c'est qu'il conclut tout ça en disant il faut un réarmement démographique. Donc choix d'expression quand même très particulier. À mon avis, il y a un petit peu de signalement un peu subtil, mais pas si subtil que ça finalement à l'extrême droite. J'ai une question pour toi. Sur la tournure de phrase là-dessus. Mais en fait, c'est vrai que sur le fond, ce que tu as demandé, genre quel est le problème fondamental avec le taux de natalité, la baisse de fécondité, etc. C'est vrai qu'on voit pas c'est quoi le problème exactement. J'ai une question. Pourquoi ce serait du signalement? Pourquoi tu préemptes, tu présupposes que c'est du signalement? Est-ce qu'on peut pas se fier à ce qu'il dit? Genre, s'il dit ça, c'est ce qu'il pense, non? Ouais, d'accord. Ouais. Enfin, je vais pas commencer à supposer des intentions. Puisque après, il met en place des choses. Donc, tu penses que lui, il est pour un réarmement démographique? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vais pas faire des procès d'intention, je sais pas, mais je vais pas, par défaut, partir du principe que c'est juste un signalement, puisqu'il a l'air de mettre en place des choses qui vont dans ce sens-là. Donc, un signalement, ce serait quelque chose de vide pour envoyer juste un signal, mais sans acter dessus, tu vois. Ouais, après, dans les faits. Mais du coup, le problème, ils ont peur de quoi? C'est quoi le problème? C'est quoi le. Bah, c'est ça qu'on n'arrive pas à expliquer en fait, parce que concrètement, si en effet il y a une baisse du taux de natalité et que la société en moyenne vieillit, tout ça, tous les arguments qui essayent d'expliquer pourquoi ça serait un immense problème pour la société, pour le pays, ça serait un péril, etc. Tous ces arguments-là semblent assez fallacieux. Ça veut dire que les gens qui disent que en fait, ça créerait un problème de richesse, par exemple, dans la distribution entre les actifs et les retraités, ou des choses comme ça. En fait, on a le choix du taux de cotisation pour la retraite. Donc c'est vrai qu'on peut choisir de comment on va répartir la valeur. Et puis surtout, on a des immenses marges sur la répartition des richesses en France. C'est-à-dire que si jamais il y a moins de jeunes et du coup
On a des systèmes qui dépendent du nombre de gens qui sont actifs dans des emplois, etc., etc., pour payer des choses qui sont majoritairement touchées par des gens qui sont plus actifs dans des emplois, mais qui techniquement contribuent quand même à l'économie par d'autres activités, genre de l'associatif, participer à la vie citoyenne, à la maison, enfin bref, ils produisent quand même de la richesse techniquement. Donc, non, moi je pense qu'en fait c'est assez fallacieux et je pense que tu avais raison quand tu disais qu'on peut choisir de la répartition des richesses dans Ouais, le pays. Donc en fait, et on a tellement, tellement, tellement de marge sur comment on va répartir les ressources qu'on a aujourd'hui. On a tellement de marge vu que le top 1% de la population capte une part complètement délirante des richesses produites, quoi. en fait, ce que je me demande, moi, c'est quand tu regardes les populations et les productions de valeur, et que tu regardes bah, au niveau écologique, le fait que de toute façon, on va pas continuer à croître en permanence le nombre d'humains. Parce Ouais, que le truc de réarmement démographique présuppose qu'il faut tout le temps une croissance du nombre de la population. c'est Donc vrai. ça, c'est pas, on va partir du principe que ce ne sera pas le cas. Donc il y aura soit une stagnation à terme, soit une diminution, parce que il y a Il y a une des transition changements démographique. voilà. Du coup, à partir de là, bah ok, on aura moins de gens, donc il y aura plus de gens âgés, mais en fait, on a les capacités techniques et les capacités en termes de ressources pour gérer les besoins de toutes ces populations. Et, et je vois pas à quel endroit ça coince. C'est-à-dire que si tu regardes les courbes démographiques, en fait, dans le passé, il y avait moins de gens en France et ça fonctionnait. Bah Si tu oui, regardes au niveau des vieillesses en disant oui, il y aurait trop de vieux et ça nous coûte de l'argent, bah en fait, il suffit d'augmenter les, taux de cotisation. ce qu'on prélève de la création de valeur. Et du coup, c'est intéressant de regarder, c'est de se dire, ah oui, mais si on prélève de la création de valeur, est-ce qu'à ce moment-là, du coup, ça rend pas les gens plus pauvres et du coup, là, il y aurait une crise horrible et il y aurait un problème. Et en fait, justement, il y a eu un truc qui s'est passé sur la courbe de productivité vis-à-vis de la courbe des paiements, qui est le fait que ça s'est détaché complètement. C'est-à-dire que la Exactement. courbe de productivité et la courbe de salaire, quand tu regardes les deux, avec la rémunération des salariés, hein, pas la rémunération moyenne, la rémunération des salariés, Mhm. elle a décroché à partir des années 80 environ. Et la productivité du travail n'a fait qu'augmenter de manière quasiment linéairement depuis. Et Donc ouais, à partir de là, à n'importe quel moment, on pourrait dire on reprend la courbe de productivité du travail pour la réaligner avec la rémunération des salaires. On peut le faire de manière progressive, ça. Ce qui fait qu'on double à peu près les salaires, non pas de tous les citoyens, hein, mais des salariés les moins bien payés, des salariés d'exécution, c'est-à-dire ceux qui ont un travail, j'ai envie de dire réel, quoi. Euh, et en doublant leur salaire, on double aussi ce qui, même plus que ça, puisque l'impôt est progressif et les cotisations sont progressives. Donc on augmente considérablement les cotisations. Et en plus, on fait une relance économique qui recrée de l'emploi, qui enlève des gens du chômage. Parce que faut aussi voir ça, hein. C'est si c'est vrai tu que t'as payes raison. En mieux fait, les gens. il y a même pas besoin d'augmenter le taux de cotisation. En fait, si t'augmentes Ah, les salaires, si tu commences ouais, juste par augmenter les salaires, on n'a même pas, peut-être même pas besoin de parler des cotisations. Après, les taux. si jamais ton salaire horaire, après l'avoir mis au niveau de la productivité, donc c'est-à-dire après avoir récupéré une grosse partie des dividendes qui sont jusqu'à maintenant ponctionnés complètement, Ouais. si là, tu n'as toujours pas réglé le problème et tu es en train de dire attention, parce que là, on est en déficit sur le. Et donc, est-ce qu'on peut pas juste être en dette? Si, techniquement. Juste réfléchissez à ça 2 secondes. On est en train de se dire que pendant, allez, 40 ans, il va y avoir un nombre beaucoup trop important de personnes âgées, mais qu'après, du coup, vu qu'on a un décroissement de la population, ce sera l'inverse.
Est-ce qu'on peut pas être en dette pendant 40 ans à l'échelle de l'État français? C'est vrai que c'est littéralement totalement faisable et ça changerait rien à la situation. Enfin, en Parce que fait, on dirait... juste après, on se retrouve dans une situation où on gagne de l'argent avec le même système, en changeant pas le système de cotisation ou quoi, on regagne de l'argent puisqu'on a prévu déjà, vu qu'on est en décroissement de population, qu'il y aura plus de jeunes, enfin que ce sera la même situation quoi. Il y aura pas de, je vois pas tout. Enfin tu vois, on Exactement. peut être en dette quoi. Exactement, exactement. Et donc moi, à mon avis, là, toute la démonstration de dire en fait c'est un faux problème, cette baisse de natalité en France, il n'y a pas vraiment de problème économique basé là-dessus. On peut faire d'autres choix économiques qui vont régler les soi-disant problèmes toujours évoqués qui soi-disant découleraient de ce truc-là, de ce déséquilibre. Le fait que c'est un faux problème, à mon avis, ça montre que c'est juste une tentative de diversion de la part de Macron. C'est une tentative de mettre un nouveau sujet dans le débat public. Bon, ça marche, hein, vu qu'on est en train d'en parler, mais c'est pour le débunker et le dire que c'est une diversion. Mais parce qu'il faut que les gens se rendent compte de ça. Moi, je pense que on est dans un contexte où il annonce des nouveaux changements, encore une fois catastrophiques sur le chômage. On va avoir la réforme du RSA qui va venir plus tard dans l'année. Enfin, elle a déjà été votée, mais elle va être appliquée au courant de cette année. On a déjà une réforme du chômage qui vient d'être appliquée là récemment, où si tu refuses 2 CDI de suite, tu touches plus le droit au chômage. Enfin, c'est un truc extrêmement violent et destructeur pour les droits des travailleurs. Ainsi que la loi immigration. Il y a un tas de choses très 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 impopulaires qui sont en train d'être faites par le gouvernement Macron. Et à mon avis, là, avec cette petite mise en avant de ce sujet-là, et pareil, ils mettent en avant genre le fait de porter des uniformes à l'école, le fait de... Enfin voilà, ils vont choisir des sujets comme ça qui vont faire polémique, qui vont faire parler. Ils les mettent dans l'espace public, les médias mainstream les couvrent et parlent de tout ça pour juste réduire la durée passée à parler de sujets beaucoup plus importants qui touchent directement les droits des gens, la vie des gens, mais sur lesquels ils vont même pas se rendre compte parce que ça va passer comme ça en arrière-plan, quoi. Un peu comme ce que fait Macron depuis le début, hein. C'est marrant. Alors, j'imagine que un argument qui pourrait être fait, c'est oui, mais en mettant les salaires, en les faisant correspondre à la productivité, vu que tu augmentes les salaires, tu rends les entreprises moins compétitives. Ok, ça pourrait être un argument, on est d'accord? Ouais, Le truc, c'est que quand on parle du fait que les salaires se sont détachés de la compétitivité, de la productivité, il faut comprendre que la productivité rapporte quand même de l'argent. Et cet argent-là, actuellement, il est sorti des entreprises sous forme de dividendes. Donc, on oui. sort déjà l'argent de l'entreprise. Donc, en termes de compétitivité, si tu dis que cet argent qui sort de l'entreprise sous forme de dividendes, maintenant, ça doit sortir sous forme de salaire, tu ne changes pas du tout la compétitivité de l'entreprise, Oui, tu changes pas les voire, prix. voire tu augmentes la possibilité de l'entreprise d'être rentable, puisque tu augmentes les flux monétaires sur le marché dans lequel l'entreprise existe. Puisque maintenant que tous les employés ont le double de leur salaire, ils sont plus à même de dépenser. Oui, 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 t'as totalement raison. C'est vrai que là, on est en train de parler de augmenter les salaires en prenant sur ce qui est versé aux actionnaires en profit, quoi. C'est de l'argent qu'on peut récupérer, enfin, qui normalement, dans une économie bien réglementée et qui fonctionnerait d'une manière rationnelle, ça serait en fait tous les revenus d'une entreprise seraient répartis parmi l'investissement et les travailleurs, mais il n'y aurait pas une classe de gens qui juste possèdent des parts de l'entreprise et touchent de l'argent sans travailler pour aucune raison justifiable. Je peux dire un truc? Ouais, Je trouve que quand on observe qu'il y a une décroissance de la population et que du coup il y aura beaucoup plus de personnes âgées à gérer dans les hôpitaux et du coup et il y aura de moins en moins de personnes qui naturellement, puisqu'il y aura moins de jeunes et tout, qui vont aller naturellement, vu les conditions de travail, vers ces métiers-là. Je trouve qu'on va un peu trop vite en observant cette situation à, à se tourner vers le ventre des femmes et à dire il faut mettre plus de... Il de faut bébés que dedans. vous faites plus de bébés s'il vous plaît. Et pas assez vite pour se dire venez on forme des docteurs, venez on augmente les conditions de travail, on améliore les conditions de travail, on augmente, on crée des... On remplit les hôpitaux parce que en fait il y a plein d'hôpitaux
c'est pas une question de construire plus d'hôpitaux. Enfin, il en faudrait dans certains endroits, mais c'est des hôpitaux qui sont vides actuellement. Ouais, il n'y a Il pas assez de faut, personnel en fait, parce qu'ils arrêtent pas de couper voilà, il faut les peut-être hôpitaux. arrêter quand tu te rends compte qu'il y a de plus en plus de personnes âgées qui vont arriver dans les services de santé. Il faudrait peut-être arrêter de supprimer des places. Voilà, je pense que ce serait pas mal d'avoir ça comme priorité en premier quand tu vois la situation de ton pays plutôt que de se dire bah venez on fait plus de bébés parce que bon bah déjà c'est c'est pas ton c'est pas tes histoires en fait. Oui, les gens font des enfants s'ils veulent et n'en font pas s'ils veulent pas. Et c'est pas littéralement les mots d'un dictateur, enfin pardon, d'un président de la République Oula, élu démocratiquement. attention, je crois que tu as parlé d'un autre pays, tu as dû penser à la Chine qui avait Oui, fait non, la j'ai fait une petite politique confusion. de l'enfant unique à ce moment-là C'est au pas moment les de mots de notre leader suprême et Après démocratiquement la élu Chine la qui Chine a fait la va. politique de l'enfant unique, ça a fait ils ont essayé de contrôler la natalité en faisant la politique de l'enfant unique, ça a eu des effets catastrophiques. Ça m'étonnerait qu'un gouvernement annonce vouloir faire une politique sur la natalité Le de pire, nos c'est jours. qu'en impact, ça a sans doute baissé le taux de fécondité pendant quelques jours parce que tout le monde s'est dit mince, si on baise maintenant, on est en train de faire ce que Macron veut, donc les gens se sont forcés à pas le faire par Là, tu parles trop, là. anti-macronisme. Bon, venez, on change de sujet. Je suis désolé, Renseignez-vous c'est une sur réalité. Faut qu'on en parle de ça. sautez un peu toutes les polémiques sur quel gouvernement, quel est le dernier mot. Regardez les lois qui sont votées, loi sur le RSA, sur le chômage. Bah là, ce qu'on a dit au début sur le fait que le congé n'est plus de 3 ans maintenant. Regardez toutes ces choses-là, c'est le plus important, je pense. Ouais, Ouais, on change de sujet peut-être? ouais. Tu voulais parler de Wall-E un peu. Ouais, alors j'ai re-regardé Wall-E, Ouais, d'accord? très bonne idée. Attends, Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. regardez ça. Oh là 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 là, J'ai... il a carrément le jouet, quoi. Oh. Mais c'est pas n'importe quel jouet celui-là. Fais voir, Alors vas-y, fais-nous la attention, démo. ça va vous faire mal aux oreilles peut-être. Aïe, 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 aïe. Très bonne idée sur un podcast qui est écouté en audio par beaucoup de gens. Là, c'est du ASMR. Vous avez entendu actuellement Wall-E se déployer. On n'a pas entendu, il n'y a pas eu Euh, de son. Ah mince. Bon, on l'a vu, on l'a vu. En tout cas, Donc il est du coup, stylé. ouais. Attends, Donc, remontre-le, il est trop bien. non, c'est le meilleur. C'est le meilleur Wall-E. Bah, il est hyper fidèle en fait. Hein. Mais tout ça J'aime bien pour dire, ses yeux, j'aime bien ses yeux. Oh, il est trop mignon. j'ai regardé Wall-E. Alors, Et parce que avec quelqu'un qui ne l'avait pas vu. Ok. ah, Et à un moment, je me suis demandé, j'ai eu ce genre de pensée. Comment on appelle ça déjà? Tu sais, les pensées qui arrivent toutes seules sans que tu les invites là. non filtré, Je sais plus comment on dit. je sais plus comment on dit en anglais. Mais bref, pensée intrusive. Ok, Un voilà, truc, c'est oui, ça. voilà, c'est ça. J'ai eu une pensée intrusive. J'ai eu la pensée de, mais quand même, il y avait tout dans Wall-E. Il est sorti en 2008. Et les gens et ça n'a rien changé. Et aujourd'hui, on n'a toujours pas remis en question le capitalisme. J'ai eu cette petite pensée intrusive là, tu sais, qui arrive. Le petit doomisme. Il y a juste eu genre du- 400 films comme ça et ça, bon, c'est pas ça qui c'est pas suffisant, quoi, mais oui. Alors, j'ai combattu cette pensée intrusive. En fait, Mhm. on n'en sait rien ce que ça a fait. On ne connaît pas l'impact de Wall-E sur le zeitgeist, sur la société. C'est pas faux, hein. Si ça se trouve, toutes les personnes qui écoutent ce podcast actuellement sont méga influencées par Wall-E sans même être au courant. Moi, en 2008, je crois que j'avais 12 ans à peu près. Et j'ai regardé Wall-E. Qu'est-ce qui me dit que ça m'a pas influencé profondément et qu'aujourd'hui, j'aurais pas du tout les mêmes discours? Qu'est-ce qui dit que du coup, en fait, qu'est-ce qui nous dit, sans les efforts fournis jusqu'à maintenant par tous les militants, par tous les groupes, par toutes les personnes qui s'expriment au quotidien, qui nous dit qu'on serait pas 100 fois dans une situation 100 fois pire en fait? Peut-être que C'est pas parce Zemmour qu'on n'a aurait pas, gagné en 2022 si Wall-E n'était pas sorti en 2008. c'est pas parce qu'on n'a pas Réfléchissez. une victoire retentissante que l'état actuel des choses n'est pas influencé positivement par tout ce qui est fait
par tout ce qu'on fait au quotidien, etc. Et je pense que c'est important de garder ça en tête parce que on peut très rapidement avoir l'impression que l'action ne marche pas, tu vois. Moi, j'avais rencontré quelqu'un par hasard dans la rue qui m'a raconté que toute sa vie, elle avait été dans une mairie à essayer de se battre et tout, en disant ça n'a servi à rien, regardez aujourd'hui, ils vont installer ça dans la ville et tout. Et je suis là en mode, mais, mais peut-être jusqu'à maintenant, ça n'était pas été installé grâce à votre action, et du coup pour plein de gens, la vie a été meilleure jusqu'à maintenant. Tu Bah ouais, vois? c'est ça. Beaucoup de gens se découragent, hein, mais ça c'est tellement tellement présent dans les mouvements progressistes et dans la gauche. C'est quand tu passes tellement d'années à agir, à lutter de plein de manières. Ça peut être plein de contextes, hein, que ce soit militer sur le terrain, porte à porte, tracter dans des associations, dans des partis, etc. Et tu peux facilement tomber dans un truc où tu te dis c'était du temps perdu, etc. Et tellement de gens du coup quittent avec cette mentalité-là de se dire en fait il n'y a même pas eu un impact positif, enfin ou un impact positif supérieur à l'impact négatif ou je ne sais quoi, et ils se disent ok donc tout ça machin, et ils quittent totalement le milieu, ils se disent bon j'abandonne tout du jour au lendemain, je prends un emploi salarié normal ou quoi, ou je me désintéresse complètement d'un sujet politique ou associatif ou un sujet de société quoi, parce que bon tout ça, parce que les gens n'ont pas eu des résultats tangibles, concrets, à grande échelle, mais en fait t'as raison, il faut rappeler que tout ça n'a pas zéro impact quoi. Ça n'a jamais zéro impact, ça a toujours un impact. L'impact est toujours limité. Et on est tous on aimerait tous avoir un impact super. On aimerait tous pouvoir être méga influenceurs, être écoutés par des millions de gens, même être au pouvoir et changer les choses et tout pour les améliorer. Mais le fait est que ça a quand même des impacts à une certaine échelle. Ça n'a pas zéro impact. Et je pense que c'est super important de se rappeler de ça parce que sinon, si tu n'es pas capable de voir que tu es quand même en train de faire améliorer les choses, il y a des grandes chances que tu abandonnes à un moment. Et c'est là qu'on voit toutes les personnes, tous les adultes, tous nos parents, nos grands-parents, et on leur parle, on dit, et ils disent ah oui mais moi quand j'étais jeune, je luttais comme toi, Ouais. j'étais dans tel mouvement, j'étais aux manifs, machin, mais après j'ai pris de l'âge. Je me suis recentré sur ma carrière, sur l'argent, sur je sais pas quel autre truc. Et moi, je dis pas qu'il faut délaisser ces choses-là, évidemment. Tout le monde doit pouvoir vivre une vie confortable et à un certain niveau. Et il n'y a pas de souci, d'accord, là, ça peut être très bien. Mais la logique présente de dire tout ça n'a servi à rien, je suis passé à autre chose, et de rentrer dans un sorte de défaitisme ou d'absence de pouvoir se dire ok, tout ça a quand même servi à quelque chose, ça n'a pas eu zéro impact. Et peut-être que les choses auraient été bien pires si j'avais fait différemment. Je pense que voilà, c'est très négatif à mon avis pour le mouvement progressiste, cette mentalité. D'où l'utilité de se rendre compte que voilà, les choses changent quand même. Ouais, même dans le cadre de votre vie, comme tu dis, là tu l'as dit pour d'autres gens, mais même pour vous, si vous dites ouais j'ai fait plein d'efforts et ça, par exemple si vous avez un objectif, si vous avez une bonne résolution par exemple, et que vous arrivez à la fin de l'année et vous dites ça a servi à quoi que je prenne les bonnes résolutions l'année dernière? J'ai pas réussi. Attendez 2 secondes. Vous avez quand même fait des trucs. Vous êtes peut-être allé, OK, pire des cas, vous êtes allé au sport le 1er janvier, vous êtes Ouais. allé faire un jogging le 1er janvier. Et c'est tout. Après, vous êtes vous avez plus jamais été. Classique. Même dans ce cas-là, vous êtes allé faire un jogging. Si vous avez jamais été faire de jogging tout le reste de l'année, ça veut dire le fait de prendre la résolution de faire un jogging a été infiniment plus efficace que tout ce que vous avez essayé pendant le reste de l'année. Je sais pas, je trouve ça hyper stylé de se dire: «Attends, j'ai quand même réussi», alors que en règle générale, je ne vais jamais le faire. Ça m'a quand même poussé à le faire une fois, tu vois? Et du Et coup, ouais. l'année suivante, tu dis: «Allez, je le refais cette fois-ci», tu le retentes, tu dis: «Mais ça a marché», et c'est la même chose avec n'importe quel objectif. Même au moment où vous ratez l'objectif, tous les efforts fournis en essayant d'arriver jusqu'à cet objectif ont quand même eu une utilité. Vous ont quand même fait déplacer. Je sais qu'il y a des effets, de seuil, des effets à partir de quel moment vous auriez énormément de rentrées pour les efforts investis, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Mais même si vous arrivez pas à ce point-là, ça vous booste quand même.
Et ouais. Est-ce que finalement, le seul truc qui a zéro impact positif, c'est pas juste le défaitisme, en fait, et le dooming? Ça dépend. Si pour vos adversaires, votre défaitisme peut avoir un impact positif pour eux. S'ils arrivent à insidieusement intégrer des idées de défaitisme dans vos crânes, ils sont en train de vous empêcher d'agir et du coup, faut se rendre compte quand même qu'il y a énormément de gens qui poussent le défaitisme ce que tu disais tout à l'heure, moi quand j'étais jeune, j'ai essayé, un jour tu verras que ça marche pas. Ah, ça Ces c'est paroles-là, constant, ça. c'est les pires paroles qui puissent exister. Arrêtez. Alors, moi je dis pas, vous pensez avoir de l'expérience sur un sujet et que vous pensez que votre expertise peut aider quelqu'un qui essaye de se lancer dans quelque chose, donnez des conseils pour l'aider à réussir. Si vous n'avez pas d'idée comment réussir, ne donnez pas de conseils. C'est-à-dire que si vous avez voulu être architecte et tu lui dis non, mais moi j'ai voulu être architecte, j'ai raté complètement, c'est une profession, tu vas voir, ça marche pas du tout, c'est pas logique et c'est pas intéressant. Est-ce que vous l'aidez à être architecte en faisant ça? Est-ce que vous. Non, mais Si c'est... Ouais. ça n'a pas marché pour vous, dites rien en fait, dites juste ah bah bonne chance. À la limite, dites moi j'avais essayé, j'ai pas réussi, dites pas abandonne. Bah ouais. Combien Et de personnes dans mon ouais. entourage, beaucoup plus âgées que moi, de l'âge de mes parents ou de mes grands-parents, par rapport à ce que je fais, m'ont dit arrête, moi j'ai essayé quand j'étais jeune, machin. Enfin, c'est un truc que t'entends tout le temps, constamment, et c'est insupportable. Insupportable. Et Le pire, d'ailleurs, c'est qu'en fait, les choses ont littéralement changé dans les 40 dernières années grâce à ce que ces mêmes personnes qui disent ça a servi à rien, arrête d'essayer de changer le monde, etc. Grâce à ce qu'ils ont fait, on a eu genre le mariage homosexuel, des droits nouveaux pour les femmes, pour les personnes trans, des avancées du droit du travail sur certains trucs. Enfin, je sais pas, Mitterrand 80, combien d'avancées incroyables ça a apporté pour la France en termes de droits, en termes de liberté, en termes de progrès sociaux. Et c'est les mêmes personnes qui étaient dans la rue pour Mitterrand 81 qui disent aujourd'hui, pas toutes hein, évidemment, mais on parle des gens qui disent aujourd'hui arrêtez, on peut pas changer le monde, on peut pas changer les choses, il n'y a pas d'alternative. Essayez de vous mettre bien le plus possible dans le système actuel sans le remettre en question. C'est les mêmes gens qui... Et en fait, eux, ce qu'ils ont fait à l'époque a contribué à améliorer le monde pour tout le monde entre-temps. Et aujourd'hui, moi, j'étais dans un emploi il y a quelques années et j'ai bénéficié littéralement des avancées qui ont été faites dans le droit du travail en 1981 par l'arrivée au pouvoir de Mitterrand, par ce qu'ils ont fait en fait. Donc arrêtez le défaitisme. On est en train de le faire. Le monde a changé. Ils se sont fait gaslighter, c'est ça qui est fou. Ils se sont fait gaslighter par la droite. Pour croire que Mitterrand c'était une défaite au final. Ah ouais, il faut qu'on parle de ça. Mitterrand, il y en a plein qui pensent que le fait d'avoir fait gagner Mitterrand, ça a été une défaite. Ils pensent, oui, alors la droite a réussi à faire croire... Partons pas là-dessus. Non, mais ça, on n'en parle pas souvent, on n'en a pas parlé sur le rendez-vous encore. Mais on sort du sujet sinon, parce que c'est important là. Ok. Juste d'un point de vue purement pratique, si vous pensez que vous pouvez parler... Parce que des fois, il y a des gens où tu peux pas leur parler. Il y a quelqu'un qui va te dire t'y arriveras jamais, moi je l'ai fait, hein, et tu peux pas lui parler parce que ça va mal finir. Dans ce cas-là, ignorez quoi. Mais si vous pensez que vous pouvez parler à cette personne ou tu vois, tu reconnais de la valeur à cette personne, tu dis mais pourtant je l'estime cette personne, donc elle doit avoir ça doit avoir un sens de me dire ça, tu vois. N'hésitez pas à demander. Demandez pourquoi est-ce que tu penses que je pourrais pas y arriver, pourquoi est-ce que tu penses que c'est pas possible. Et la plupart des fois, il n'y a pas d'argument en fait. Rentrez dans un débat avec le plus de gens que vous pouvez au quotidien, avec tout le monde autour de vous. Très bon conseil de vie, je suis d'accord. Mais ouais, c'était en regardant Wall-E, ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, en fait, je pense Wall-E, ça permet à plein de gens de se rendre compte très tôt de problèmes essentiels. Et aujourd'hui, peut-être plein de gens, sans se rendre compte, sont activement en train de mener des luttes grâce à ça. Bah ouais, faut voir qu'il y a 20 ans, la conscience... Et donc, ce qu'on fait nous aussi, quoi. Bah ouais, là, il y a 20... C'est quoi? Imaginez juste, il y a 20 ans, l'état de la conscience climatique dans la population et comparer ça avec aujourd'hui. Tellement de gens disent non, mais ça fait des décennies que les militants pour le climat en parlent. Il y a eu combien de films, combien de documentaires, combien d'œuvres, machin. Marche, en fait. En fait, ça a marché. Ça veut dire qu'aujourd'hui,
Vous avez du style 70% de la population française qui pense qu'il y a un réchauffement climatique d'origine humaine et que c'est un immense problème et qu'on peut lutter politiquement pour changer les choses, pour produire l'énergie différemment, réorganiser la société, et que c'est une nécessité de le faire le plus vite possible. C'est littéralement genre, je sais pas, entre 50 et 70%, ça dépend quel critère vous prenez, mais l'immense majorité des gens sont maintenant d'accord avec ça. Les climato-sceptiques, ça reste genre 10, max 20%, ça dépend des jours, d'accord. Il y a des gens... Récemment, j'étais au supermarché et je parle avec le caissier et il commence à me dire... moi, je suis d'accord avec Trump maintenant sur le climat. Tu sais, c'était le jour où il neigeait, justement. C'est le fameux truc de non, mais il y a de la neige aujourd'hui, il fait froid aujourd'hui, donc le réchauffement climatique et le changement climatique est un mensonge. C'était une catastrophe. Et donc, je commence à. Tu sais, il me dit moi, je suis d'accord avec Trump, en fait, tout ça, c'est des mensonges. Je sais même pas si Trump, il dit ça, je pense qu'il doit être climato-sceptique, mais il dit tout ça, c'est des mensonges, en fait, on nous dit que ça se réchauffe, machin, mais regardez, il y a de la neige, enfin, vraiment le truc de base. Et du coup, je commence à lui dire ah ouais, vraiment, c'est bizarre et tout, pourquoi vous pensez ça? Tu sais, je sais même pas de dire qu'il a tort, juste je lui dis pourquoi vous pensez ça, expliquez-moi, tu vois. Et là, il continue à m'expliquer, il essaye de me parler du sujet. Il commence à me parler de Jean-Marc Jancovici, il commence à me parler de plein de choses et c'était contradictoire avec son truc initial. Et en fait, le mec ne croyait pas le truc de il n'y a pas de réchauffement climatique, c'est un mensonge. Je sais pas s'il disait ça pour provoquer, parce qu'au début il avait l'air de le croire. Donc voilà, il y a des gens qui sont ils vont dire des choses qu'ils ne croient même pas. J'ai du mal à comprendre le truc, mais voilà, ça dépend des jours. Mais en tout cas la conscience de ça a progressé et puis voilà, maintenant il faut mettre en place des politiques, donc mettre au pouvoir des gens qui veulent mettre en place des politiques sur le climat. Mais on va le faire. Ok. Tu nous parles un petit peu du renouvellement. En fait, tu es en train de me dire, ce que tu me disais en privé, c'était une bonne idée, les recommandations de films, mais il faut pas faire du tout comme tu l'as proposé. Oui, alors, ouais. Alors, c'est un viewer basé qui m'a contacté, qui m'a proposé un fonctionnement alternatif qui est en fait beaucoup plus logique. On aurait dû penser à ça dès le début, mais on va pas. Merci en fait, beaucoup, d'ailleurs. Merci beaucoup les gens qui contactent pour donner des points de vue, des conseils sur le podcast, sur comment l'améliorer, qu'est-ce qui vous plaît pas et tout, ça fait hyper plaisir. Ouais, plus de retours basés comme ça nous aidera à faire mieux encore. Et donc très bon conseil. En fait, ce qu'on va faire, c'est on va pas juste parler d'une œuvre et vous la recommander et en parler en détail et tout, parce qu'évidemment, on spoil, comme on a fait la semaine dernière, on vous spoil forcément des éléments, parce qu'on a envie d'aborder genre des trucs qui se sont passés, genre là, des conclusions des films qu'on va vous dire, dont on va vous parler, ou des œuvres, etc. Et donc, ce qu'on va faire, c'est on va suggérer un truc à regarder pour la semaine prochaine, et la semaine d'après, on fera ce qu'on avait dit, c'est-à-dire analyser un peu, discuter de l'œuvre et dire pourquoi est-ce qu'on pense qu'elle véhicule des bonnes idées, des bons messages intéressants, quoi. Club lecture de visionnage. C'est un club cinéma, en gros. C'est, voilà, le principe existe déjà, c'est pas révolutionnaire. On va dire, voilà, cette semaine, c'est ça l'œuvre. Vous pouvez la regarder pendant la semaine ou ne pas la regarder, complètement ignorer ce concept-là, et après ne pas écouter le segment dédié. Une semaine avant d'être spoilé, quoi. Vous avez une semaine pour être spoilé. Voilà, on vous prévient une semaine à l'avance qu'on va spoiler ça la semaine d'après. Vous le regardez pas. Après, c'est votre problème. Vous pouvez pas nous dire qu'on vous a spoilé le film, ok? Alors, ça sera des films qui ont de fortes chances. Vous pouvez normalement les trouver, puisque c'est des films qui sont sortis depuis un moment, qui ont un certain succès critique. Donc, normalement, vous pouvez les obtenir pendant la semaine. Et bien sûr, après, on repropose un autre film. Donc c'est bien. Ça veut dire on va parler d'un film et puis une autre proposition. Bon, du coup, pour aujourd'hui, ça fait qu'aujourd'hui, on va juste donner un nom de film. Hein. C'est ça. Au final. Donc, rendez-nous la semaine prochaine pour la discussion. Attends, faut donner le nom du film. Oui, bah vas-y, donne-le. Ok. Moi, je propose Pleasantville. Ah, je l'ai pas vu. Ah bah super. Bah du coup, il faut que tu le regardes. Ah, c'est bien. En plus, ça me permet, moi... Parce que moi, j'avais pas vu la semaine dernière, je l'avais pas vu depuis des années, le film, donc ça va être bien aussi. Comme ça, j'aurai super. Un visionnage tout frais du
du film. Du coup, le film Pleasantville, donc c'est avec moi dans ma tête, je l'ai toujours vu avec c'est toujours le film avec l'acteur de Spider-Man, tu vois, dans ma tête. Oui, Tobey Maguire, ouais. Ouais. Pleasantville, donc sorti en 98. N'hésitez pas à le visionner d'ici le prochain rendez-vous. Alors, Pour ne pas être spoilé. ça s'écrit en anglais, hein, Pleasantville. P-L-E-A. Redis-le. Pleasant. Oh, attends, tu vas te foutre de mon accent, c'est ça? Non. Loin de moi l'idée de me moquer de ton accent. Pleasantville. Excellent. Je pense que tout le monde Allez, l'a. regardez les gens, il est vraiment cool, il est vraiment bien. Et on en reparle la semaine prochaine. Giga, gros cerveau, discussion, on cite des auteurs et tout la semaine prochaine sur ce film. Donc soyez au rendez-vous. Oh, c'est vrai, plus personne pourra nous critiquer parce qu'on aura cité une œuvre. Ah ouais, mais c'est pas un livre, du coup, ils vont quand même être vénères parce que c'est pas un livre, c'est un film, tu vois. Aïe, Non, aïe, aïe. t'inquiète, C'est un truc accessible à tout le monde, donc les gens j'ai un moyen pas que ça marche apprécier. quand même. Tu vas voir, tu verras, tu vois. Ok, on enchaîne. Ouais, Alors je rappelle aux gens qui peuvent poser des questions et soutenir le podcast par la même occasion en faisant un petit don sur le site lerendezvous.fr. Le lien pour ceux qui sont en direct est disponible dans le chat. Sinon, si vous êtes en différé, n'hésitez pas à le faire pendant la semaine et on y répondra dans l'épisode de la semaine prochaine. posez-nous vos questions les plus folles. Ok, alors je voulais parler d'un sujet, c'est que... est-ce que tu as déjà entendu le terme ancient... Oula, tu vas encore te foutre de moi sur mon accent. Pour l'instant, je peux pas me foutre de toi sur ton accent, t'as pas encore pu prononcer le mot. Oui. Je me fous de toi, mais juste parce que tu t'arrives même pas à le dire de base. Shitification. Shitification? J'ai entendu Ouais. shitification, ouais, mais pas shitification. Ah, t'as pas entendu shitification? Ok, donc shit, c'est genre Je la pense merde. comprendre ce que c'est. Et donc shitification, c'est genre le fait qu'une plateforme devienne de plus en plus merdique au fur et à mesure qu'elle est au contrôlée par le marché, en fait. Parce qu'au fur et à mesure qu'une plateforme existe, elle devient en fait un monopole de fait, puisque que ce soit pour les gens qui veulent publier sur cette plateforme ou pour les gens qui veulent consommer sur cette plateforme, Ouais, les deux sont des publics qui sont complètement captifs, parce que si tu essaies de partir en tant que consommateur, tu n'as plus le contenu publié qui est disponible. Et si tu essaies de partir en tant que publication, tu n'as plus le public pour toi, en fait. Personne va regarder ce que tu fais. ouais. Donc, à partir de là, les plateformes deviennent une sorte de monopole de fait, que ce soit YouTube. Là, on a vu ça avec YouTube, Twitter, il y a eu plein de trucs comme ça. Et du coup, on est dans une situation bizarre où, vu que c'est possédé par des entreprises privées qui ont un intérêt financier, ils vont dégrader volontairement la qualité du service pour augmenter leur rentabilité. Exact. Donc, vous allez avoir de plus en plus de publicité. Vous allez avoir ils vont avoir recours à des mécanismes qui exploitent complètement vos biais de l'attention. Par exemple, sur YouTube, il y a une mise en avant de plus en plus de YouTube Short, parce que la recette de TikTok a l'air de fonctionner pour aspirer votre conscience et que vous ne puissiez plus partir de la plateforme. Et en fait, Mon du âme coup, a été entièrement aspirée. ce qui est intéressant avec ce truc de enshitification, c'est que bon, c'est assez nouveau, hein, ces concepts de plateforme numérique et tout, mais du coup, on commence quand même à imaginer qu'il y a un point de rupture quand même. Plus la plateforme devient mauvaise, plus il y a des chances que tu n'aies plus envie d'aller dessus. C'est pas faux. Même si c'est tentant, tu sais, ce que je disais au début, c'est-à-dire que tu n'as pas envie de partir parce qu'il y a plein d'acteurs et tout, le fait est que les acteurs qui sont sur la plateforme, ils vont dire ouais non mais ça devient tellement nul qu'il faut au moins que j'ai une solution de secours. C'est-à-dire que ça devient rentable de financer la publication sur des solutions de secours au cas où, parce que la confiance dans la plateforme diminue. Mhm. Et les gens qui regardent, de leur point de vue aussi, c'est ouais non mais est-ce que je veux vraiment soutenir cette plateforme et est-ce qu'il y a encore le contenu que je veux dessus. Voilà, j'ai fait toute l'introduction hein, pour que tout le monde sache bien de quoi on parle. Parce qu'en fait, le fait est que jusqu'à maintenant, vous l'avez sans doute vu vous aussi, vos créateurs de contenu vous proposent du contenu en dehors des plateformes.
Ils peuvent vous proposer de payer un Patreon pour avoir des contenus exclusifs, de Nebula. rejoindre, voilà, la plateforme Nebula. Ils peuvent créer du contenu spécifiquement en bonus, des choses comme ça. Et jusqu'à maintenant, moi, j'avais pas trop touché à ça. Quand j'avais eu un énorme salaire parce que j'étais à Amazon, j'ai payé genre 2 € pour voir des vidéos de Linus Tech Tips. Let's go. Tu vois, mais là, ces derniers mois, ça me venait pas du tout à l'idée que j'allais payer pour du contenu. Je m'en sortais très bien. Les plateformes m'allaient, quoi. En fait, récemment, j'avais plus rien à regarder d'intéressant. Les plateformes étaient horribles, j'avais plus envie d'aller dessus. Et je suis arrivé, et vu que je regarde pas du tout la télé, il n'y a plus aucun film sur Netflix tu sais comment fonctionnent là, en ce moment les plateformes de streaming et tout. Ouais, Tu vois, ouais. sur Amazon Prime, ils ont augmenté le prix complètement. La Ils ont fragmentation, rajouté ou des si pubs. tu veux. Ils ont rajouté... Amazon Prime ont doublé le prix, rajouté des pubs. Ça aussi, on peut en parler si tu veux. Ils ont mis des pubs sur ton abonnement. Ils ont dit, par contre, on n'a pas changé le prix. Hein. Vous inquiétez pas. Par contre, on propose un nouveau forfait sans pub qui est plus cher. Ouais, non, c'est Et en la plus, shitification globalisée un peu en ce moment, on va pas se sur mentir. Amazon Prime Video, si vous allez dessus, la plupart des films, tu cliques, tu dis, ah, ça a l'air bien ça. Et le film est payant. Genre, Ouais. tu payes Alors que déjà tu un payes abonnement déjà. pour être sur la plateforme. Ou YouTube, la nouvelle guerre menée contre les adblockers avec les ralentissements si Oui. t'as un adblocker. C'est incroyable, ouais. t'as vu ce qu'ils ont Ils te fait? disent, ah, vous êtes en train d'utiliser un adblocker, vous pouvez plus arrêter et tout. D'ailleurs, les gens utilisaient Firefox. Hein. Venez, on utilise tous Firefox pour pas laisser Google choisir comment fonctionne Internet. Enfin bref, ça c'est notre discussion. Tout ça pour en arriver au fait que je me suis dit, mais attends, pourquoi je paye pas 5 €? Ouais. Pourquoi tu payes pas 5 euros Pourquoi je paye pas au juste 5 €? C'est quoi créateur 5 € genre? pour ne pas Est-ce que avoir tout? Mais du coup, il faudrait. Est-ce que tu le fais sur une plateforme autre que les plateformes mainstream? Tu fais sur quoi? Ouais, alors jusqu'à maintenant, moi, ma strat, c'était de faire juste un mois sur par-ci par-là. Genre, par exemple, un mois sur un créateur, regarder un peu ce qu'il fait en contenu exclusif. Là, je suis sur un mois sur Nebula, je regarde le contenu de Big Joel, qui est un de Ah, mes j'aime beaucoup Big youtubeurs Joel, ouais. favoris, qui a fait Ouais. une discussion de 2 heures sur Toy Story 4 avec un mec hyper vénère qui déteste Toy Story 4. C'est trop marrant cette discussion. Ça a l'air d'être du très bon contenu. Bah Et, ouais, et franchement, là-dessus, moi, de toute façon, est-ce que c'est on a. Attends, Ouais, vas-y. ouais. Non, désolé, je monopolise complètement la parole. Non, termine. Ouais. Ouais, en fait, il y a un truc qui s'appelle le biais extrinsèque, d'accord? Qui est le fait qu'on a un biais à reconnaître plus facilement une valeur qui est extrinsèque qu'une valeur qui est intrinsèque. Hmm. Donc, c'est-à-dire, on a plus de facilité à voir 9 € à la fin d'une heure de SMIC, de voir physiquement les 9 € et de dire, ah, c'est cool 9 €. Et on a moins de facilité à voir la valeur de ne pas travailler pendant 1 heure. Le fait de faire autre chose que travailler pendant 1 heure, tu vois. Ah, je crois que je vois, ouais. Et dans cet exemple-là, le fait de payer 5 €, ça semble par rapport au fait de ne pas être emmerdé à voir de la pub, à chercher du contenu pendant des heures sur les plateformes de streaming, etc. Par rapport à payer 5 €, le biais extrinsèque rentre en jeu parce que tu dis, je vais pas perdre 5 € de valeur, tu vois. Alors que, est-ce que tu serais pas à payer 5 € juste pour ne pas avoir à faire tout ça, tu vois? Des fois, il faut recontextualiser les dépenses. Parce que des fois, je dépense 8 € parce que je suis dans le RER, c'est les pires conditions, et il me faut une bouteille d'eau et un petit Kit Kat, tu vois? Et là, j'ai dépensé 8 €, tu vois? Ouais, c'est ça. Bah, c'est vrai que moi, récemment, les pubs YouTube, moi, je peux pas. Moi, j'ai un iPhone, tu vois. Et à part, je pense que techniquement, je pourrais le jailbreak et faire un truc super compliqué pour potentiellement avoir une appli où je pourrais ne pas avoir de pubs quand je regarde des vidéos YouTube sur mon iPhone, mais je vais pas me faire chier à aller jusqu'à là pour l'instant. Donc je suis forcé quand même d'avoir les pubs quand je regarde YouTube. Moi, j'ai un Firefox et j'ai un adblock sur desktop, mais quand je suis sur iPhone, je suis obligé d'avoir les pubs. Et quand je me balade, quand je suis chez moi, machin, j'ai souvent une petite vidéo YouTube. Donc j'ai les pubs. Et c'est vrai que récemment, je me suis dit, c'est un truc qui concrètement m'embête beaucoup
chaque jour de ma vie, genre j'aimerais ma qualité de vie en fait serait nettement améliorée si j'étais pas bombardé. Je sais pas combien de pubs par jour. Récemment, j'ai regardé mon temps d'utilisation de mon iPhone. Je suis allé dans le truc de combien de temps je l'utilise et je vais pas citer le nombre d'heures par jour parce que c'est une catastrophe. Mais concrètement, je sais pas combien de pubs YouTube je regarde par jour, mais ça doit être dans les plusieurs dizaines, quoi. Et ouais, c'est non négligeable, en fait, quand tu fais le total de combien de pubs t'as reçu, sachant que c'est tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, pendant des années. Est-ce que, oui, bien sûr, est-ce que ça devient pas légitime de payer pour un truc? Après, sur YouTube, il y a YouTube Premium. Mais bon, est-ce qu'on n'a pas envie d'une... En fait, évidemment... Est-ce qu'on a envie de financer... Bah ouais, le truc que t'as... Les alternatives. Le truc idéal, ça serait une nouvelle plateforme de contenu complètement nouvelle, de préférence possédée et gérée démocratiquement par les travailleurs, les gens qui développent la plateforme, les gens qui gèrent l'infrastructure, enfin l'entreprise, quoi, une sorte de coopérative. Et avec un nouveau fonctionnement. Tu avais proposé des trucs super intéressants, toi, pour un fonctionnement de plateforme qui pourrait rémunérer les créateurs et créatrices de contenu d'une façon beaucoup plus saine, sans avoir recours à des pubs. Ouais. Je sais pas si t'as envie d'en parler. Non, on va rentrer sur une tangente beaucoup trop longue. Mais déjà, de base, si c'était un truc où tout le monde a un abonnement vraiment pas cher comme YouTube Premium, mais qui socialise les dépenses et après t'as accès à tout, sans pub et sans... man in the middle capitaliste, genre c'est ça. Ouais, et sans une classe d'actionnaires qui prennent genre la moitié des revenus de l'entreprise sans aucune raison. Après, il faudra déjà faire des hyper stylé, quoi. Les gens, faudra faire des concessions à un moment. Il faudra comprendre que on fera pas du contenu en 4K. Genre, venez, on arrête. On va pas jusqu'au 4K. Mais on va jusqu'à 1080. Est-ce qu'on a le droit quand même d'avoir 1080 BPT, s'il te plaît? 1080, on a le droit. Ok. Tu payes un surplus quand même. Tu payes en HD. Ok, j'ai payé aussi, parce que je voulais dire tous les trucs que j'ai payés, tu vois. Je paye 3 € pour regarder le film Blackberry. Ouais. Il était super, ce film. Je crois pas que je l'ai vu. C'est quoi? C'est le film qui raconte la création. C'est très romancé, bien sûr. Ah, du Blackberry, ok. Mais la création et la mort du Blackberry. Logique. Et franchement, il était bien monté et tout. Mais ouais, je regardais. Ça fait un moment qu'il y a je voyais plein de gens qui le commentaient, qui disaient que c'était un bon film et tout. Et j'étais un peu passif en mode, bon, bah, je vais attendre qu'il soit sur une plateforme de streaming et tout. Et là, je me suis dit, non, j'ai envie de le regarder. Regardons-le. Aussi, peut-être faudrait normaliser le fait de complètement annuler ses abonnements aux plateformes de streaming et de prendre ponctuellement quand il y a des trucs qui intéressent et au lieu de juste rester sur les plateformes de streaming qui proposent plus de nouveaux contenus intéressants depuis un moment, tu vois. Bah, c'est comme ça qu'ils t'ont. Hein, le modèle d'abonnement, c'est devenu le truc, la roue de secours du capitalisme pour relancer un nouveau cycle de profit sans valeur nouvelle créée, quoi. Faut vous rendre compte que, bon, mis à part des trucs nouveaux, Netflix et tout, qui sont financés ponctuellement, c'est quand même une grosse partie de rente en réutilisant des trucs existants, en ayant les droits, etc. Enfin, bon. Je pense que voilà, tout cet arc-là que je faisais, c'était pour dire que je pense qu'on est en train de sortir petit à petit de partir du principe que c'est gratuit. On se rend compte que les publicités, elles ont un impact nocif. Et je pense que les utilisateurs vont être de plus en plus volontaires pour payer du bon contenu, cela dit, tu vois. Bah, j'espère. Hein. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est si jamais on change le paradigme et qu'on passe d'une société où c'est en regardant des publicités que les plateformes se font de l'argent, et on arrive à un paradigme où c'est les utilisateurs qui donnent de l'argent pour voir le contenu qui les intéresse, il faut se rendre compte de ce que ça représente. Ça représente que le but des créateurs et des plateformes n'est plus de capter votre attention et de garder votre attention, quelle que soit la nature du contenu, mais elle est de vous donner du contenu
dont vous reconnaissez la valeur. Pas Ça mal. change complètement le type de contenu qui va être produit pour vous. Pas mal du Puisque tout. le but ne sera plus juste de garder votre attention, de vous faire cliquer. Parce que imaginez si la seule source de revenus, à partir du moment où tu enlèves la pub, la seule source de revenus, c'est le moment où tu payes le contenu. Qu'est-ce qu'on s'en fout que tu aies cliqué? J'avoue. En plus là-dessus, enfin les plateformes, c'est il y a eu une attaque de Twitter. Enfin Twitter est devenu un enfer pas possible. Là, genre ces derniers jours, j'étais sur Twitter et j'ai tous ces comptes random qui arrivent dans ma timeline avec des vidéos genre ultra clickbait, de trucs extrêmes qui se passent, de gens qui tombent, et j'avais pas du tout ça avant sur Twitter. Je ne suis pas ces comptes. Ils sont juste dans ma timeline sans aucune explication. J'ai dû en bloquer genre une vingtaine manuellement. Tu sais, c'est genre epic fails, machin, qui juste arrivent comme ça. C'est tellement violent. YouTube Shorts. Cette semaine, je me suis perdu genre 3-4 fois dans YouTube Shorts. J'ai installé une extension Firefox pour littéralement ne plus avoir YouTube Shorts sur l'accueil YouTube quand t'arrives. Et ouais, genre on sent vraiment qu'on est dans une sorte de guerre actuellement entre les utilisateurs et les plateformes. Je sais pas si vous ressentez ça aussi, mais moi, ces dernières semaines, ça s'est nettement empiré, quoi. Et je pense que ça va continuer. Ouais. Et aussi, moi, je veux élargir sur le capitalisme plus largement. Vas-y. Il faut que les gens se rendent compte aussi que tant qu'on sera dans ce système économique, le capitalisme, on sera en boucle dans cette réalité-là. Ça veut dire que là, on peut se dire oui, il y aura des trucs. On pense que les gens ont plus de conscience du problème et tout. Mais si on garde ce paradigme économique-là, les choses vont continuer comme ça. Ça veut dire que comment ça s'est développé ces plateformes, comme tu as dit, tu as très bien décrit le truc, c'est on fait un service qui est bien initialement pour essayer de capter un maximum de gens et de devenir un monopole sur cette activité-là. C'est pour ça que les grosses boîtes ont fonctionné pendant ultra longtemps, littéralement à perte. Ça veut dire que tu avais des actionnaires ultra riches qui brûlaient tout le cash au début pour prendre en compte tous les coûts pendant des années, offrir le service gratuitement complètement, comme YouTube, comme Twitter. Twitter a fonctionné à perte pendant super longtemps. D'ailleurs, aujourd'hui même encore, ça dépend, c'est compliqué, mais plus ou moins. Ils brûlent tout ça pour être un monopole. Et une fois qu'ils sont dans le monopole, ils empirent une fois qu'ils sont en monopole, ils empirent ils augmentent le niveau de profit sur le truc, comme a fait les produits. Voilà. Et comme ça, ils font rentrer tout le revenu et comme tout le monde est captif, voilà. Mais c'est quoi l'avenir que nous réserve ce système économique-là avec ces plateformes-là? Ça sera en boucle ça. Je sais pas si vous avez vu, il y a une nouvelle plateforme chinoise d'achat en ligne qui est apparemment l'appli la plus téléchargée en France. Temu? Ouais, Temu. Et bah, c'est littéralement bien pire que tous les trucs existants. C'est pire qu'Amazon. Ils ont gamify tout le système d'achat et de vente. C'est beaucoup plus violent le truc de ce produit-là est à moins 90%, mais il reste 5 minutes avant que ça repasse à un produit non soldé, donc vite, achetez-le. Tous les mécanismes psychologiques, c'est d'une violence incroyable. J'ai jamais vu un truc avec les... Combien t'as dit? Combien quoi? Combien de réduction? 90%. Je rigole. il était prêt à dégainer la carte bleue. Il va acheter tout de suite. Combien? Vite. Non mais genre ça marche sur les gens en fait, c'est incroyable. Et j'ai jamais vu un... Tu sais, ils se sont pas dit... Tu sais, Amazon, YouTube et tout, ils essayent d'être subtils sur les designs persuasifs, mais là ils ont juste fait... Ils ont mis genre le plus de design persuasif et de manipulation et d'effets psychologiques possibles sur une plateforme d'achat. Donc en fait ça va pas s'améliorer, ça va s'empirer, sauf si nous-mêmes on est acteurs et on fait des choses pour améliorer la situation. Parce que le système économique pousse à ça intrinsèquement, et même les entreprises sont en compétition les unes avec les autres, vis-à-vis des actionnaires, vis-à-vis du capital. Et donc si tu n'arrives pas à maximiser ton taux de profit, tu disparais comme acteur sur le marché et tu es remplacé par un acteur qui arrive à mieux maximiser ses taux de profit. C'est built-in dans le capitalisme, c'est intrinsèque au système économique. D'où le fait que si vous voulez que sur le long terme on améliore tout ça et on arrête d'être dans une lutte permanente contre le capital dans ces plateformes-là, où on peut faire des petites avancées, mais après eux ils vont contre-attaquer, puis c'est une sorte de combat constant
pour nos intérêts, la vraie solution qui sera viable sur le long terme, c'est un nouveau paradigme économique. Et c'est pour ça qu'il faut remettre en cause le capitalisme fondamentalement. Ok. Voilà. Donc t'es plutôt marxiste? Quoi? Pas du tout. Non, tu sais, les gens, après une longue tirade où t'as clairement donné ton opinion, Oui, c'est... après ils te demandent de complètement corrompre ce que tu viens de dire en te donnant une étiquette pour simplifier complètement le propos. Marx serait peut-être d'accord avec moi là-dessus. On sait pas. Si c'était un bon marxiste, ça, on sait pas vraiment si... On sait pas c'est un si bon lui est marxiste un ou bon pas. marxiste. Non, on sait pas trop là-dessus. Ok. Bon, bah, écoute, moi, je vous ferai un retour hein, pour vous dire si je suis resté à payer mon abonnement ou si je suis parti. Ouais, Si Nebula, ça, si ça valait le coup, j'ai pas encore testé Nebula. Mais ça a l'air intéressant. je vous dirai. C'est pas une ce que j'en pense. coopérative, c'est pas censé être un truc un peu genre possédé par les créateurs de contenu ou... Ouais, je connais pas le statut exact, mais apparemment, ils ont leur mot à dire quand même, et il faudrait que je me renseigne. Oh, ok, attends, je Je vous ferai un regarde. compte rendu. Là, actuellement, je suis en sous-marin. Je suis en train de faire de. Leur dites pas que je suis en train d'étudier leur truc. Ok, bah très intéressant. Est-ce qu'on passe aux questions-réponses? Je pense que si t'as rien à apporter de plus, J'ai rien à apporter à ce podcast. De plus. Mais ça, tu le sais déjà. non, c'est pas vrai. Je le savais pas. Passons du coup Wow, À part des takes basés. on y va. Allez, on se Segment lance. question-réponse. C'est pas grave, t'as tenté de dire un truc. Ok, alors, première question. Pas une petite question, attention. Là, cette semaine, les questions sont... On atteint Ouais. un niveau plus élevé de difficulté sur les questions. On fait d'abord la personne. C'est pas grave. Joint de culasse, tu t'es trompé, tu t'as fait le don directement sur Mulch. On va quand même répondre à ta question. Et on commence par cette question comme ça. Ok, ouais, on se garde des débarrasse. trucs plus durs pour la suite. Ok. Alors, petite question pour le rendez-vous. Si vous pouviez choisir un nouveau système de vote pour les présidentielles, lequel choisiriez-vous? Alors, et il y a une deuxième partie que je lirai après. Système de vote pour les présidentielles, donc on se place dans... Donc on se dit, ouais, on a réussi à mettre la gauche de rupture au pouvoir, on a l'Assemblée constituante pour la 6ème République, et là on se dit, comment on fait dans la 6ème République, comment on met en place un meilleur système politique, tout simplement. Alors, donc on va partir du principe, du coup, dans ta question, qu'on va garder le concept de président de la République, parce que si tu dis présidentiel, en tout cas, on parle d'une élection où on va voter pour des gens qui vont porter des programmes, quoi. Disons, on reste dans ce paradigme-là, parce qu'on pourrait imaginer d'autres paradigmes. Ouais. Dans ce paradigme-là, donc démocratie représentative, tout ça, je pense que le vote par approbation est un très bon système de vote, à mon avis. Ouais. Donc comment ça marche le vote par approbation? Je me remets le truc. En gros, Bah, t'as la liste des candidats. t'as la liste des candidats. Tu voudrais ou pas. Voilà, t'as la liste des candidats et au lieu de dire au lieu de choisir un seul candidat dans la liste, ce que tu fais, c'est que tu donnes ton approbation ou non à chaque candidat. Donc t'auras par exemple, tu dis est-ce que j'approuve de cette candidature, est-ce que je suis neutre ou est-ce que je désapprouve de cette candidature. Et donc tu regardes dans la liste Zemmour, désapprouve, etc. Et tu fais comme ça pour chaque candidature. Ah, toi c'est approuve, mais tu peux aussi dire désapprouve. Ouais, je pense que... Ouais, on peut discuter de est-ce qu'on veut juste approuver ou ne pas approuver, ou est-ce qu'on veut faire 3 niveaux, genre approuver, neutre ou désapprouver. Là, on peut discuter de ça. T'en penses quoi? Dans un vote par approbation, si jamais c'était un vote par approbation, moi j'aime bien le concept de savoir le niveau d'approbation. C'est-à-dire que tu pourrais élire un président qui a reçu un total en disant... Donc tu peux soit être en désaccord, genre je veux pas ce président à la tête de l'État, soit ce candidat à la tête de l'État, soit être neutre, je m'en fiche, soit être pour, c'est-à-dire je veux ce candidat à la tête de l'État. Et du coup, de cette manière-là, tu pourrais remplir ta fiche là. Ouais. Et quitte à accepter un pourcentage.
C'est-à-dire à quel point. Enfin bref, ça complique un peu trop, je pense, et c'est pas trop l'intérêt. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est de prendre en compte les votes négatifs, de dire je ne veux pas de cette personne en tant que président. Parce que de cette manière-là, tu peux créer une condition différente d'élection si la personne a été élue avec un total positif ou avec un total négatif. Parce que dans le cas de Macron, par exemple, Ouais. vu les sondages qui avaient été faits, il y a de fortes chances que les gens ne voulaient ni de Macron ni de Le Pen, mais ont moins voulu de Le Pen. Et du coup, ont obtenu Macron. Bah, ça serait sympa d'avoir une circonstance là-dedans où Macron, du coup, n'a pas les pleins pouvoirs. Macron est juste élu en tant que euh, titulaire, quoi. Le temps de, enfin, par exemple, pour un mandat raccourci de 2 ans avec des droits rétrécis, le temps de refaire une nouvelle élection, tu vois. Ouais, t'es en Pourquoi train est-ce de que dire ce en serait... gros que c'est différent d'être élu parce que t'es juste moins pire que tous les autres, mais les gens sont pas forcément majoritairement d'accord avec ton programme. Ouais. Ça, c'est pas les mêmes circonstances d'élection que les gens sont majoritairement d'accord avec ton programme et techniquement, Ouais. tu as l'adhésion sur ce que tu veux faire pour le pays, tu as l'adhésion du peuple, quoi. Mais toi, c'est vraiment pour enlever l'effet spoiler que tu veux le vote par approbation. Ouais. Alors pourquoi ça serait mieux qu'une élection comme aujourd'hui, c'est-à-dire uninominale, où tu choisis une personne et c'est à 2 tours. Euh, le problème avec l'élection uninominale, un des gros problèmes majeurs, c'est l'effet spoiler. Ça veut dire que si la majorité des gens, prenons un exemple simple, tu vois, la majorité des gens sont pour diminuer le temps de travail par semaine, par exemple, passer de 35 heures à 32 heures. Partons du principe qu'il y a 60% des gens qui sont d'accord avec ça, et les 40% restants sont pas d'accord. Ou même disons les 40% restants veulent carrément augmenter le temps de travail à 40 heures. Bah, si tu as une situation électorale où tu as un candidat qui propose d'augmenter à 40 heures, mais tu as genre 3 candidats qui proposent de baisser à 32 heures, et bah, il y a de fortes chances que le candidat qui veut l'augmenter à 40 heures gagne, juste parce que le fait qu'il y ait 3 différentes candidatures sur la proposition la plus populaire a divisé les voix et donc fait gagner le truc que les gens ne veulent pas. Donc ça, c'est un immense biais qu'on a actuellement dans notre système électoral. C'est très facile Et à comprendre ouais, quand et on regarde l'approbation, ça 2022 enlève. notamment, mais ouais. Et le vote par approbation enlève ce problème puisque tu peux dire oui à 2 candidats. Genre là, tu dirais oui dans ton exemple aux ceux qui proposaient 32 heures et ceux qui proposaient 30 heures. Voilà, cet effet n'existe plus, ce biais n'existe plus dans le vote par approbation, parce qu'en fait, les gens vont juste plus approuver. Enfin, ils vont approuver ceux qui veulent réduire le temps et désapprouver ceux qui veulent pas à 60 et 40. Et du coup, la candidature qui va gagner sera celle qui a le plus d'approbation. Et donc, ça sera forcément une qui veut diminuer le temps de travail. Donc ça, c'est juste, ça change énormément de choses vis-à-vis des élections parce que t'évites ce biais des candidats diviseurs. Et regardez en 2022 à quel point le fait que la gauche ait présenté plein de candidats, ça a fait que la droite a gagné, alors que techniquement, une majorité de gens désapprouvaient du programme de Macron, alors qu'une majorité de gens aussi approuvaient du programme de la NUPES, techniquement. Donc bref, c'est vraiment majeur dans comment la démocratie serait appliquée. Ça serait beaucoup plus démocratique, les choix, les candidats qui gagnent et du coup appliquent leur programme, les choix pris politiquement pour la France par le pouvoir en place ressembleraient beaucoup plus à l'opinion du peuple français. Donc on serait dans un système beaucoup plus démocratique. Ce qui est super important, à mon avis, vu que je suis pro-démocratie le plus possible, quoi. Je sais pas s'il y a d'autres avantages, Alors sans doute. Hein, moi, mais... sur cette question spécifiquement, je crois que j'ai changé d'avis. Ok. Moi, ok. J'ai lu ce truc-là récemment, je sais plus Ouais. où, et ça m'a fait réfléchir. Si on doit choisir un nouveau système de vote pour spécifiquement et uniquement les présidentielles, comme tu l'as dit au début, on peut rien changer d'autre. Ouais. Je crois que choisir un vote indirect. Un vote indirect, c'est quoi ça? Voter par les députés. Oula. Attends, donc toi, tu veux que ça soit des représentants déjà élus dans une assemblée qui choisiraient ça? Pourquoi? Si je peux changer que ça,
je préférerais qu'on vote d'abord pour les législatives sans l'influence des présidentielles, mais que les législatives deviennent du coup le vote le plus important de la Ve République. D'accord. Et Et ensuite pour que ces... les députés qui chacun présentent des programmes, qui expliquent pourquoi ils vont voter au sein de l'Assemblée. En plus, c'est plus la personnalité, tu vois. Et ensuite, on vote, les députés votent pour le président. Ouais, je pense que je vois la logique, c'est-à-dire que le biais sur la personne dans l'élection présidentielle, c'est tellement personnifié que les gens, est-ce que la personne elle-même est populaire ou pas? Est-ce que la personne elle-même a du charisme? Enfin, tous ces trucs-là jouent tellement, même avec un système de vote par approbation, que tu Parce qu'à terme, préférerais que ça soit indirect. Ouais. à terme, moi, je veux enlever le pouvoir du président et en faire juste un représentant de l'État dans les rapports internationaux, etc. Et dans ce cas-là, ce serait à peu près le même fonctionnement. Ce serait une désignation par l'Assemblée générale L'Assemblée générale de la France. de la France. Voilà. C'est les Mais, anarchistes qui vont être mais contents. j- c'est une nouvelle idée. Je vais pas la défendre à 100%. C'est juste que je me dis, si je dois changer un seul truc sur l'élection présidentielle, est-ce que ça a pas plus d'impact puisque ça change vraiment la vie politique du pays? Puisque maintenant, du coup, la campagne se mène vraiment sur, par exemple, si tu fais gagner juste ton député dans ta localité, ça a un impact, tu vois. Les Ouais, gens mais vont. on est d'accord que par exemple pour l'élection des députés, pour les législatives, là tu défendrais un système de vote par approbation au Ah, lieu d'un bah uninominal parce que attends. l'effet spoiler joue aussi sur les législatives. Ok, mais là, j'ai pas le droit de changer ça. Je te dis spécifiquement pour cette Oui, 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 non, question-là. bien sûr. Mais si t'avais le droit de changer ça. Oui, si je peux changer ce que je veux, on change tout, hein. En fait, Je rends le vote faut pas obligatoire. nous demander si c'est nous-mêmes qui écrivons la nouvelle constitution. Faut pas nous demander parce que là, vous allez avoir une réponse de 5 heures sur tout le système Oui, en plus, c'est détaillé. la première question. Vas-y, faut qu'on avance. Vas-y. En plus, le système n'aura plus aucun point commun avec le système actuel. Il faut y aller étape par étape, ok? Mais ouais. Non, mais vas-y, c'était la première question. On peut pas passer autant de temps. Si. Le Si, podcast si. Ah, mais là, est là c'était pour une ça. double question, là. Les gens payent pour ces questions, on va quand même les Oui, mais c'est une respecter. double question, celle-là. C'est une double. En plus, il y a une deuxième partie de la première question. Alors, est-ce que la tectonique, c'est neutre et apolitique? Moi, je pense qu'il faut un comeback de la tectonique. Hein. Oui, c'est neutre et apolitique et il faut faire un revival tectonique en 2024 en France. Ok, moi, la tectonique, il y a un truc que j'ai pas compris sur la tectonique. C'est que j'avais vraiment l'impression que c'était créé de toutes pièces avec un logo. C'est un complot. Et personne, j'ai vu personne le faire volontairement sans être menacé d'une arme à feu. Donc j'ai vraiment l'impression qu'ils ont essayé de lancer un mouvement de mode. Je crois que c'est passé comme ça. Hein. Moi, il y avait un gang de gens bizarres au collège. C'était genre les gens tu sais, issus de familles les plus privilégiées et tout, qui se sont mis à faire la tectonique. C'était super bizarre. Mais il y a eu un mouvement, non? C'était marrant. Hein. C'était marrant. J'ai vu récemment une vidéo essai qui parlait de l'influence du fait que la tectonique c'était devenu populaire en France et de l'influence que ça avait eu dans d'autres pays. Genre d'autres pays se sont mis à faire la tectonique Non. pendant pendant quelques mois, genre en 2007 ou je sais pas quoi, il y a eu ça. C'était un délire. Ok, Hein. bah merci pour ta question, jointe culasse. On continue. Je veux préciser aussi, j'adore les vidéos où c'est des danses tectoniques mais avec de la grosse trappe violente à la place de musique électronique. C'est parfait. Ça, c'est les meilleures vidéos sur Internet. Ou juste les vidéos où ils ont fait créer artificiellement le bruitage des vêtements. Ils ont enlevé la musique, ils ont remis les bruitages Oh non! des vêtements. Oh non, les trucs cringe! Oh non. Ok, bon, on va passer à la prochaine question. Vite. Alors, merci pour ta question. Prochaine question. On fait la grosse question sur le travail ou on fait une autre? Ouais, ok. Alors, pouvez-vous définir ce qu'est le travail? Réponse exhaustive, s'il vous plaît. Alors, je te laisse commencer. J'étais en train de réfléchir à cette question tout à l'heure. Genre, sérieusement, je suis allé voir des. Je me suis posé, j'ai littéralement ouvert un document Word et je me suis dit, ok, comment. C'est quoi le travail en fait? Comment on détermine ce qu'est le travail? Et ça m'a cassé littéralement le cerveau. Et je suis en panique par rapport à cette question. En fait, je me suis dit, qu'est-ce que moi, perso, j'appelle travail? Parce que ce débat-là,
débats classiques, hein. Qu'est-ce qu'on met dans la définition de travail? Déjà, on peut noter que dans la vie de tous les jours, les gens utilisent le terme travail de façon problématique, à mon avis, hein. Quand on dit de quelqu'un que la personne ne travaille pas, ah oui, mais elle ne travaille pas. En fait, ce qu'on veut dire, c'est la personne n'a pas d'emploi. Donc, on peut entendre dans la vie de tous les jours des gens dire d'autres personnes qu'ils ne travaillent pas, alors que genre toute leur journée est occupée et remplie de tâches socialement utiles, que ça soit aller faire des courses pour le foyer, s'occuper des tâches ménagères, s'occuper d'enfants, militer politiquement, j'en sais rien. Il y a 400 000 tâches que tu peux faire dans ta journée qui pour moi sont du travail, évidemment. Et les gens vont dire que la personne ne travaille pas alors que en fait on est en train de parler d'avoir un emploi. En gros, et donc ça veut dire quoi avoir un emploi? C'est faire un boulot qui met en valeur du capital, en gros, hein. Ou alors si c'est dans la fonction publique, peut-être pas, mais on se comprend. Donc déjà, je veux préciser que cette définition-là et ce sens courant, pour moi, il ne me convient pas. Après, vous avez des gens comme Bernard Friot qui vont jusqu'à dire que genre tout le monde travaille tout le temps et tout ce que vous faites est du travail. Et donc on pourrait dire genre est-ce que prendre une sieste c'est du travail? Bah oui, parce qu'en fait t'es en train de récupérer de l'énergie, t'es en train de prendre soin de toi et de faire un truc qui va permettre la reproduction de la force de travail de la société. Et moi j'ai l'impression que dans la vision de Bernard Friot, tu peux rien faire qui n'est pas du travail, tu vois. Genre jouer à un jeu vidéo c'est du travail parce que t'es en train de faire un jeu, ça a une utilité sociale et donc c'est du travail. Et donc moi je suis totalement perturbé par ça et je me dis mais où est-ce qu'on peut mettre la limite entre ce qui est du travail et ce qui n'est pas du travail? Parce que moi je suis désolé, je vais juste avoir du mal à dire objectivement que oui, passer 8 heures par jour à jouer à un jeu vidéo c'est du travail, tu vois, je vais avoir du mal. Pour moi il y a une distinction, pour moi l'utilité sociale du terme travail c'est pour dire aux gens que quand ils ont un but dans la vie et ils veulent l'accomplir, telle tâche, il vaut mieux qu'ils s'attellent à faire telle tâche plutôt que telle tâche, tu vois. Si ton but dans la vie, c'est de devenir un grand pianiste, il va devoir, tu as besoin de travailler pour ça. Tu as besoin d'apprendre à jouer l'instrument, tu as besoin de te focaliser sur cette tâche-là, avoir une certaine régularité, avoir des méthodes de travail. Et pour moi, c'est à ça que ça sert le terme travail, c'est de dire, si tu as tel objectif, il faut travailler vis-à-vis de cet objectif-là. C'est pas pour dire aux gens si t'es musicienne et tu fais 8 heures par jour de piano pour essayer de t'améliorer dans cette tâche, tu ne travailles pas parce que tu n'as pas d'emploi. Ça, je trouve que c'est du bullshit. Par contre, si ton but c'est de devenir une grande pianiste, mais tu passes 8 heures par jour à jouer aux jeux vidéo, là, je peux te dire, bah, tu n'es pas en train de travailler vis-à-vis de ton objectif, tu vois. Donc, tout ça pour dire, je sais pas si je réponds à la question en fait. Je pense que j'ai savamment évité de répondre à la question parce qu'en fait, c'est un peu du. Tu veux que je reprenne avec ma Vas-y, réponse, qu'est-ce que t'en penses toi du truc? On va construire petit à petit une compréhension du travail, vas-y. Pour moi, il y a plusieurs niveaux de réponse parce qu'il y a plusieurs niveaux de compréhension du terme travail. Il y a une compréhension individuelle et une compréhension sociale pour moi. D'accord. C'est-à-dire que tu peux voir le travail comme une question sociale. Et dans ce cas, le travail serait tout ce que quelqu'un est prompt à te payer pour le faire. Si quelqu'un veut bien te payer pour faire quelque chose, dans ce cas-là, ça serait considéré comme du travail, mais purement dans la vision sociale du travail dans les échanges. Aujourd'hui, c'est ce qu'on utilise. On utilise le terme travail pour parler de ça, du contrat qu'on fait pour échanger de l'argent contre une activité que tu fais en retour, que ce soit un bien, un service, ou même un échange, enfin la création de valeur. Ok, donc c'est complètement contextuel. Ça veut dire que c'est pas du tout lié à l'activité elle-même. C'est lié au contexte social. Donc si les gens veulent payer pour ce truc, ça devient du travail, quoi. D'accord. Ça, c'est dans le cadre purement social. Donc c'est pour ça que est-ce que tu travailles dans ce cadre-là, ça n'a pas le sens. Est-ce que tu utilises de l'énergie? Ça n'a aucun rapport avec est-ce que ce que tu fais dans la journée a du sens ou quoi? Quand on te demande socialement est-ce que tu travailles, on te demande est-ce que quelqu'un est prêt à te payer pour ce que tu fais dans tes journées? Et dans ce cas-là, il y a deux possibilités. Soit tu n'as pas trouvé la personne qui est prête à te payer.
soit ce que tu fais n'a pas de valeur aux yeux des gens qui sont autour de toi et que tu connais. Donc, de ce point de vue-là, c'est limitant pour le sens du travail parce que ça permet de le penser dans le cadre de la société, mais ça permet pas de le penser dans le cadre de l'individu. Ouais. Et dans ce cas, pour moi, Par le travail exemple, n'a pas le même sens dans le cadre de l'individu parce que pour moi, ouais, parce que par comment on exemple, pourrait... Ouais. si tu fais ton lit tous les matins, personne n'est prêt à te payer pour cette activité. Donc Voilà, du coup, dans le premier sens, le sens social, c'est pas du travail. voilà. Donc, comment je définirais le travail? Comment je dirais ce que c'est le travail dans le sens plus de descriptif de vraiment qu'est-ce qu'on considère, nous, dans notre tête, être du travail et non pas socialement. Dans ce cas-là, c'est imaginons que tu sois omnipotent, imaginons que tu aies tous les pouvoirs, tu peux faire ce que tu veux. Est-ce que tu le ferais encore, ce truc-là? Est-ce que tu déciderais de faire ça si tu avais tous les pouvoirs? Et si tu réponds non, c'est du travail. Si tu, si tu réponds non, c'est du travail parce que c'est quelque chose que si tu avais la possibilité, tu ne voudrais pas faire. Donc tu utilises de la volonté et tu forces sur ta propre volonté où tu veux pas faire ça pour pouvoir le faire quand même, pour pouvoir obtenir quelque chose en retour ou pas. Hein. Des fois, tu travailles en vain. Hein. Mais du coup, pour moi, c'est comme ça qu'on définit quelque chose qui serait du travail. Et c'est pour ça que quelque chose que tu fais et qui te rapporte de l'argent, c'est du travail. Ça peut être du travail socialement. Et toi, tu considères que c'est quelque chose qui te plaît. Et donc, tu ne, tu ne considères pas toi que c'est du travail. Et inversement, les gens peuvent ne pas te payer, les gens te disent bah t'as pas de travail, et pourtant tu es persuadé d'être le peintre qui va être reconnu par les futures générations. Et dans ce cas, tu dis moi je muse tous les jours sur ma peinture, à travailler mon art. Et pour toi c'est du travail parce que pour toi, si tu pouvais directement avoir l'œuvre que tu essaies d'obtenir, voilà. Ouais. Bref, et à partir de là, il y a plein de choses dans ta vie que tu fais qui peuvent être considérées comme des tâches et qui peuvent être considérées par certaines personnes comme du travail, mais que toi, tu peux y trouver une valeur intrinsèque et tu voudrais quand même le faire si tu avais les moyens de tout arrêter. Il y a des gens, je connais des gens, ils font la vaisselle et ça les détend. C'est vrai. Je ne fais pas partie de ces gens. Je connais des gens, ils conduisent. Des fois, ils se sentent pas bien, ils vont faire un tour de pâté de maison. Donc, la conduite que tu fais à ce moment-là, même si tu étais omnipotent, tu la ferais quand même. Par contre, celle pour aller sur ton lieu de travail, tu la ferais pas. Tu te téléporterais tout de suite. Enfin, la plupart des gens, tu vois. Donc, à partir de là, on peut reconnaître du coup que c'est pas en fonction de ce que tu es en train de faire, c'est en fonction de comment toi tu le perçois. Et comment on réconcilie du coup le travail dans la vision sociale des choses et le travail de ton point de vue à toi, en fait, on ne peut pas. On ne peut pas. C'est deux termes qui sont utilisés. On devrait inventer deux termes différents pour parler de ces deux choses-là. Hmm. Ça ne se fait pas et il y a des amalgames qui sont faits continuellement entre ces deux termes-là, qui parlent de concepts différents et qui stigmatisent des gens qui travaillent énormément mais qui ne font pas quelque chose qui est reconnu par la société dans laquelle ils vivent, mais qui n'est pas forcément part de valeur pour la société. Et c'est pour ça qu'il faut lutter activement contre l'utilisation à tort et à travers du terme travail. Mais du coup, pour toi, dans le sens individuel, d'un jour à l'autre, une même activité pour une même personne peut Ouais, être considérée comme du travail et le c'est pas, lendemain, pas comme du travail. ouais, c'est pas propre à l'activité, c'est propre à ton rapport à cette activité. Un exemple très simple, il y a des recherches qui ont été faites sur le fait que si on te donne de l'argent pour faire une activité, tu as moins de chances de la trouver agréable à faire que si on te donne pas d'argent pour la faire. Une activité très simple, hein, je parle. Hein. Par exemple, un jeu de cartes, un truc comme ça. Si on te dit, ah, on va vous donner 5 € pour faire ça, tu vas pas avoir le même fun. Tu dis, bon, moi, je le fais pour les 5 euros. Alors que si on te fait venir dans le labo d'études et on te dit, voilà, joue à ce jeu de cartes, à la fin, on te dit, est-ce que t'as aimé? T'auras plus de chances de dire que t'as aimé si on t'a pas payé. Donc, en fait, c'est vraiment hyper contextuel. C'est comment toi, tu ressens les choses. Et même, il y a plein de gens qui ont un hobby et qui se disent, bah, je vais en faire mon métier. Et au bout d'un moment, ils se disent, attends, mais là, j'ai plus l'impression de faire mon hobby, j'ai vraiment l'impression de faire un métier. Et, euh, et dans ce cas-là, en fait, on voit bien que
que si la personne était capable d'arrêter de faire cette activité-là, elle arrêterait. Donc c'est plus son hobby à ce moment-là, c'est plus quelque chose. Voilà. Donc c'est vraiment contextuel, ouais. C'est pas propre à l'activité en elle-même. Après, Ok, il y a des activités. j'ai une question pour toi. Ouais, il y a des activités quand même qui ont de fortes chances de pas être appréciées par la plupart des gens et qui du coup seront quasiment tout le temps du travail pour la plupart des gens, tu vois. Ça veut dire que quelqu'un qui veut être le bodybuilder le plus sculpté sur Terre, etc., genre c'est ça son objectif de vie et qui va à la salle de sport, s'entraîner tous les jours pour ça, ne travaille pas, puisque c'est ce qu'elle ferait si elle était omnipotente, c'est ça son... T'es sûr? Bah si je parle de ce principe-là, que ouais, si elle était omnipotente, c'est ça son... Ou est-ce que Son si elle était objectif. omnipotente, elle pourrait juste Bah oui. avoir ce corps-là en Ouais. claquant des doigts? Ouais. Ah d'accord, attends, ça dépend, ok. Bah oui, Donc il n'y a plus aucune contrainte physique du tout, tu peux imaginer n'importe non, quelle je te dis situation. omnipotent, c'est à n'importe quel. Tu peux faire ce que tu veux. T'as Tous les cheat codes du pouvoirs, monde. tu peux te téléporter, Ouais. tu peux instantanément changer ton corps, ok. Tu fais ce que tu veux. Tu fais tu fais Donc ce que dans tu ce veux. cas-là, ouais, t'irais pas faire ça à la salle, ou alors peut-être que t'irais à la salle le faire, Non, il y a des gens qui doivent parce que aimer faire ça, intrinsèquement hein. t'aimes cette activité. Ouais. Ok. Moi, je pense que globalement, nos deux façons de le voir ont beaucoup de trucs en commun. C'est-à-dire que déjà, on remet fortement en cause les frontières rigides entre telle activité du travail ou pas du travail, ou est-ce que c'est payé par un employeur dans le capitalisme actuel. On remet ça en question. Moi, je me demande même si, au bout du compte, est-ce qu'il y a même une utilité à la catégorie travail, parce que de la façon dont toi tu le définis, ça casse quand même en grande partie de la catégorie travail. Ça veut dire ça devient tellement contextuel et tellement... Bah non, pourquoi? Quand tu dis j'ai travaillé dur pour obtenir ça, c'est exactement le sens que tu essaies de communiquer. Ça casse rien du tout. Attends, non, ça casse rien du tout. Et réexplique comment tu perçois Attends, ça. tu Non, je dis j'ai pense pas que ça travaillé casse. dur pour obtenir ça, donc ça voudrait dire du coup, Tu as fait je... beaucoup de choses que tu aurais voulu ne pas faire Ok, si tu j'ai en fait avais eu beaucoup la de choses. possibilité pour pouvoir obtenir ça. Ah, j'avoue. Ah ouais, peut-être que ça le casse moins que ce que je pensais. Ah bah non, ça casse pas trop du tout, hein. Non, par contre, Donc pour toi, il faut quand même continuer d'utiliser cette catégorie travail. Elle a du sens, elle est utile et ouais, faut pas. c'est utile, c'est juste peut-être le travail dans le cadre social, peut-être utiliser le terme emploi Ouais. à la place du terme travail dans ce cadre-là. Par exemple, moi, tu vois, il y a des gens qui m'ont déjà dit j'ai pas de travail parce que je suis un streamer et que je gagne mon argent en faisant du contenu et les gens me font des Ouais, tu dons. vois, c'est hyper toxique. Alors que si t'étais omnipotent, Dans ta définition, t'aurais 1 million d'abonnés déjà. dans ta Je te serais donné définition, 1 million d'abonnés? ouais. 2 millions, allez. Allez. Ouais, dans ta définition, donc moi, dans ta définition, je fais du travail social parce qu'il y a des gens qui sont prêts à me payer pour ça, puisque quand même, je gagne une certaine somme tous les mois en faisant cette Bah ouais, activité. ouais. Et donc, ça serait un emploi. Bah oui, Ok. des gens reconnaissent la valeur actuellement, la valeur de ce que tu fais. Après Moi, ça me va, hein. je porte pas de jugement moral sur ce que ça veut dire, hein. J'ai jamais dit que quelqu'un qui ne trouvait pas de il y a des gens qui font des choses et c'est juste il y a personne qui reconnaît cette valeur, ça veut pas dire que la valeur n'existe pas. Ouais, c'est juste Il y a pas descriptif. Personne actuellement ne rémunère exactement. cette production. Mais du coup, c'est important de pouvoir parler d'emploi dans ce cas-là, quand même pour pouvoir mettre des cadres, pour pouvoir légalement parler que tu es employé par quelqu'un d'autre parce que c'est un rapport dangereux. Il y a une dissymétrie du rapport dans le contrat où d'un côté, toi, tu fournis ce que l'autre demande parce que l'autre a les moyens de te payer pour le faire. Donc, il faut absolument que ce soit encadré. Donc, faut être capable de le nommer et il faut être capable de le réguler. On peut pas juste laisser quelqu'un arriver, te donner de l'argent et toi, tu deviens un esclave en fait. C'est trop facile, tu vois. C'est J'aime pour bien, ça qu'on hein. a les conditions de travail. On a les droits du travail, tu vois. Je suis en train de réfléchir à comment je pourrais trouver des contre-exemples
Alors, il y a un truc qui est qui casse en un peu ta ouverture. définition, mais franchement, j'ai du mal à en trouver. Hein. En ouverture, quand même, il y a un truc qui peut être assez intéressant, c'est qu'on reconnaît les mêmes bugs entre les deux sens que j'ai évoqués de travail. On reconnaît les mêmes bugs, enfin pas exactement les mêmes, mais il y a une similarité des bugs avec le terme valeur. Ah, ouais. Tu peux Quelle est la reconnaître un valeur? truc comme ayant de la valeur alors que personne n'est d'accord avec toi que ça a de la valeur. Bah, il y a la valeur sociale, c'est genre t'es prêt à l'acheter, puis il y a la valeur, genre ça a de la valeur en soi parce que regarde, c'est fait de tels matériaux, il y a eu tant d'heures de travail dessus. Et en fait, peut-être qu'on s'en fout. Et tu vois, il y a les deux valeurs qui clashent parce que là, par exemple, une bouteille d'eau, selon l'endroit où elle est, si tu la mets à la sortie d'un train, elle va être à 3 euros. Si tu la mets dans un supermarché, elle va être à 80 centimes. Tu la mets au milieu du désert, elle sera à 1 million, quoi. Donc là, ça, c'est la valeur sociale, c'est combien on est prêt à payer pour ce truc-là, tu vois. Par contre, quelle est la valeur de ce truc-là? Bah, c'est de l'eau, on l'a récoltée à un certain endroit. Tu peux faire la somme de tous les travaux qui ont été nécessaires pour arriver jusqu'à cette somme-là. C'est-à-dire qu'on a extrait l'eau, on l'a traitée, on l'a mis en bouteille, et donc on a une somme. Est-ce que c'est ça la valeur du coup? Ouais. Il y a le même bug. Il Juste y a pour le même bug préciser, de ce moi, côté-là. j'aime ce débat sur comment on définit, comment on explique la valeur, comment on explique les prix, la théorie de la valeur de Marx, tout ça, c'est... Perso, je trouve que c'est une perte de temps. Je trouve qu'il y a des sujets... Non, il suffit juste de préciser de quelle valeur tu parles et de quel travail tu parles, et puis tu continues. Voilà. Ouais, mais je dis ça parce que j'ai entendu des débats de 7 heures entre des Ouais. économistes et tout Ouais, sur ouais, ça, bien et sûr, c'est bien sûr. genre... Ok, au bout du compte, est-ce qu'on va vraiment passer tout le temps à essayer de Alors, trouver, d'expliquer la valeur, de définir un machin, ou est-ce qu'on va juste essayer d'améliorer le monde, quoi? je pense pas que c'était exhaustif parce que on vous donne que notre point de vue et nos connaissances qu'on a nous, Ouais. mais c'était le plus exhaustif qu'on pouvait faire. Donc merci pour la question et on espère que ça a permis de répondre parce que pour rappel, la question c'était pouvez-vous définir le travail? Ouais, c'est Réponse compliqué, c'est exhaustive, super compliqué. s'il vous plaît. Mais franchement, je trouve c'est super intéressant ce que t'as dit. Hein. Je vais réfléchir par la suite, je pense. Ok. Parce qu'en vrai, Pourquoi non, en pas? vrai, cette question c'est important parce qu'on a, genre, c'est tellement central dans, comme tu disais, KDV, hein, c'est central dans plein de choses qui se passent actuellement politiquement, genre Macron qui renomme en France Travail le pôle emploi. Pour, tu vois, avant c'était emploi. Avant, tu vois, il y avait le mot emploi pour dire TMTC. c'est des emplois. Là maintenant, c'est travail. Donc c'est encore beaucoup plus le sous-entendu de si tu n'as pas d'emploi, tu ne travailles pas. Il Alors y a vous un pouvez souci. encore poser des questions et je vais suggérer à Muche qu'on passe à la question suivante pour si jamais d'autres. En fait, il faut que tu comprennes si des gens continuent à poser des questions là, faut qu'on puisse quand même avancer. Oui, en plus, les gens continuent à poser des questions. Bah oui. Alors, prochaine question. Comment convaincre une Alors, majorité de travailleurs de mon entreprise qu'une augmentation de leur salaire vaut mieux que la prime d'intéressement plutôt conséquente qu'ils perçoivent? Contexte. Le capitaliste qui possède ma boîte rappelle sans cesse que c'est une prime facultative. Je connais ça. Oui, très drôle. Ah non, je connais pas moi. Non, mais les employeurs qui disent je suis pas obligé de vous fournir cette possibilité-là. Alors, Une t'as une augmentation de leur prime salaire vaut donc, mieux une prime que la prime d'intéressement, d'intéressement? j'imagine que c'est tu touches une partie des profits ou même des parts de l'entreprise. Hein, c'est ça, non, des primes d'intéressement? Somme versée au titre d'un accord d'intéressement. Elle a pour objet d'associer les salariés aux performances de leur entreprise. Donc si ton entreprise performe, tu gagnes plus d'argent, genre tu as un petit pécule. Oui, un truc, hein, ça peut être soit sur le cours indexé sur le cours en Ouais. bourse de l'entreprise ou des trucs comme ça, d'accord. Ouais, ou alors des bénéfices qu'elle a fait. Bah, pour Ok. moi, pour les convaincre de ça, c'est pas très compliqué. C'est genre, si tu augmentes ton salaire de 10%, bah, t'es sûr que tant que tu fais pas une faute grave ou qu'il y a une autre circonstance, bah, tu gardes ton emploi, mais t'es sûr que tous les mois, t'as plus 10% par rapport à aujourd'hui. Donc, c'est une augmentation durable, garantie, stable, etc., etc. En tout cas, dans une certaine mesure. Alors que la prime d'intéressement, bah, ça ne dépend pas que d'eux, ça dépend de toute l'entreprise. Donc si l'entreprise, et pas que de toute l'entreprise, ça dépend de tout le contexte du marché, de littéralement toute la société. Et donc si la valeur en bourse de l'entreprise, s'il y a un crash dans 2 mois, peut-être que tu as touché plus. Même je pars du principe, le truc le plus favorable, que genre dans la prochaine année,
en effet, la valeur en bourse va plus augmenter que ce que tu aurais touché Ouais. en augmentation de salaire, d'accord? Mais c'est pas forcément durable. Ça peut très bien se casser la gueule Ouais. et en plus, ça dépend pas du tout que de toi. Alors que si tu obtiens l'augmentation de salaire, Ouais. c'est garanti, tu es sûr de l'avoir, quoi. Alors, les arguments que tu peux donner aussi, c'est l'augmentation du salaire. Ça change la prise en compte de ton niveau de salaire pour le chômage, pour la retraite. Et du coup, si jamais tu te fais virer, tu auras un chômage plus élevé pendant les périodes où tu vas toucher ton chômage. Et Ah à la fin oui, de ta vie, quand tu vas toucher ta retraite, tu vas avoir plus de rentrées d'argent parce qu'on aura compté des rentrées plus importantes pendant tous les mois pendant lesquels tu as touché ce montant-là. En plus de ça, du coup, tu peux justifier, enfin, certaines entreprises marchent comme ça, mais dans certaines entreprises, quand tu changes de poste, tu peux dire, bah non, moi je touchais tel montant dans mon poste précédent, mais bon, ça se fait plus trop ça. Et sinon, bah moi je connais pas le montant de la prime d'intéressement. Le fait est que si la prime d'intéressement elle est hyper élevée, tu peux pas vraiment argumenter malheureusement. Le truc c'est que tu peux juste poser le calcul et normalement si tu montres à la personne le calcul, il y en a que tu convaincras, il y en a d'autres ils auront le biais où vu qu'ils auront l'argent tout de suite avec la prime, ils vont un peu s'en foutre de tes arguments rationnels. Mais tu peux essayer avec tous les arguments qu'on a donnés là. parce que techniquement, il y a un bon argument de dire si j'ai l'argent tout de suite, si j'ai une plus grosse somme tout de suite, Ouais, euh, tu peux genre, investir en bourse. bah, il y a aussi, non, mais il y a aussi une valeur à avoir l'argent avant, techniquement, qui est Ouais, bien réelle, tu sûr. vois, mais bon. Tu peux. Après, prends les résultats, prends les critères qui sont offerts aux travailleurs, tu prends les résultats sur les 12 derniers mois de l'entreprise, tu fais ouais, c'est bien, ça va te faire un Ouais, tu fais le calcul. calcul Voilà, et je tu pense qu'on a bien montres le répondu. calcul. Ceux qui seront convaincables, non, ça se dit pas, seront convaincus. Ensuite, pourquoi le conséquentialisme serait une meilleure morale que les autres? Pour moi, cette question, elle n'a pas de sens parce que je ne crois pas qu'il y a une morale en dehors de la perception subjective des gens. Je crois pas qu'il y a une vérité morale générale de quoi que ce soit. Je pense que chaque personne a un système moral propre à elle. Enfin, on observe aujourd'hui qu'il y a des gens, toute leur morale se base littéralement sur un texte religieux. Genre, les gens vont dire l'homosexualité c'est mal. Tu leur dis pourquoi ça serait mal, quel est le problème, en quoi ça fait du tort aux gens. En fait, c'est mal parce que c'est contraire à ce qui est écrit dans la Bible ou n'importe quelle idéologie comme ça. Donc, je pense que tu peux pas vraiment. En fait, c'est une question, c'est un serpent qui se mord la queue, la question, parce que pourquoi ça serait meilleur que les autres? Bah, en fait, c'est un axiome de départ que tu poses pour pouvoir faire un Ouais, raisonnement. tu peux pas justifier de est-ce que c'est mieux qu'un autre puisque tu l'as choisi comme base de ton raisonnement. Après, moi, j'aimerais faire juste une petite, heu, Attends, un petit je peux juste, parce que je sais pas si non, c'est non, assez juste clair ce que j'ai dit. Ah oui, par rapport vas-y. à la morale, il faut savoir que le conséquentialisme n'est pas vraiment une morale en soi. Le conséquentialisme est une méthodologie qui te permet de, c'est une croyance morale, mais c'est pas ton choix moral de base, tu vois? Donc tu peux avoir une morale et après te demander comment est-ce que je fais pour maximiser, que cette mo que c l'application de cette morale et là, il y a des gens qui pensent que c'est en se basant sur, heu les intentions des gens et le conséquentialisme part du principe que on utilise les conséquences des actions comme les choses qu'on va juger pour savoir si c'est en accord avec la morale qu'on a choisie ou non. Donc c'est un peu compliqué enfin c'est pas une morale en soi, c'est une manière d'évaluer, l'alignement ou pas du réel avec, sa morale. Ouais, c'est vrai. Mais je prends un exemple pour illustrer ce que je disais, c'est euh, imagine, je dis, euh, attends, c'est quoi un bon exemple? Bah, prenons juste un problème du trolley classique, genre, t'as un train qui fonce sur 3 personnes et t'as le choix de le faire changer de De direction dévier pour sur qu'il une tue plus personne. qu'une personne. Moi, je vais te dire, bah, de façon conséquentialiste, il faut changer le train pour minimiser le nombre de morts.
Et là, une personne avec une autre morale que moi va dire non, mais je suis responsable de cette mort-là si je bouge le train, et si je le bouge pas et ça tue les 3 autres, je suis pas responsable parce que moi j'ai un système de déontologie. Je sais pas si c'est le meilleur exemple. Peut-être un meilleur exemple, c'est les nazis viennent chez moi, je cache des juifs dans ma cave. Est-ce que je dois mentir et dire j'en ai pas? Donc quelqu'un qui serait déontologue en termes de système moral dirait il faut jamais mentir. Imaginons une personne comme ça, et donc la personne ne va pas mentir aux nazis, il va dire oui je cache des juifs et les juifs vont être tués. Et un conséquentialiste va dire non, on s'en fout, ce qui compte c'est les conséquences, on s'en fout de mentir ou pas mentir comme principe, et donc je peux mentir pour sauver ces gens. Et après donc là tu me demandes la question, en quoi est-ce que ton système c'est une meilleure morale que les autres? Bah parce que j'ai minimisé la souffrance. Sauf que l'autre personne va dire non mais moi mon action. Attends, mais le Quoi? truc c'est que du coup, non mais je dénote le bug, c'est que du coup, vu que tu poses une question sur la morale, Mulch est en train d'utiliser la morale conséquentialiste pour démontrer le fait que la morale qu'il a choisie est la meilleure. Il va dire regardez, avec le conséquentialisme, on a fait moins de morts. Or, ça, Oui, c'est le jugement conséquentialiste qui décide que c'est mieux comme résultat. Donc, on peut pas répondre à une question qui se base sur la morale. bah Juste, oui, parce est-ce qu'en que fait, en fait, la personne déontologue en face va juste me dire bah oui, mais en fait, le but, c'est pas de minimiser Ouais, le mais t'es nombre une de morts. mauvaise Le but, c'est de personne. respecter les principes moraux. Ouais, Et c'est ça. donc, moi, je les ai respectés, et toi, tu les as pas respectés. Donc, ma morale est meilleure que la tienne. Et moi, je peux rien répondre à ça parce que si la personne a sa morale, moi, j'ai ma morale. Je vais pas pouvoir Ouais. démontrer objectivement. Après, encore une fois, moi, je pense qu'on peut convaincre beaucoup de gens quand même que minimiser le nombre de morts dans le monde, de morts inutiles, de souffrances, etc., c'est un meilleur axiome moral que il ne faut pas mentir ou il faut respecter la Bible ou je ne sais quel autre truc. Enfin, c'est quand même pas très. Voilà, c'est facile d'argumenter et d'être persuasif sur cet axiome moral-là, quoi. Ok, on passe à la suite. Ouais. Pour la santé mentale, la musique est essentielle. Quel morceau, interprète, groupe conseillez-vous pour se remettre d'une soirée électorale déprimante, se motiver à bouger, militer, fêter une victoire politique, chiller et rêver un monde meilleur? Alors, je sais pas si c'est une musique par question. Euh, Ça commence à faire beaucoup. moi, j'ai une réponse. Ah, Pour toutes les questions, même réponse. Push the feeling on the Nightcrawlers. Dans toutes les situations. c'est quoi? Je le rajouterai en post-prod dans Non, l'épisode. on va se faire strike complètement. Ok. Attends, premier degré, se remettre d'une soirée électorale déprimante. Ah là 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 là. Je sais pas. Est-ce qu'il faut faire le truc de je vais écouter une musique déprimante pour match ma vibe? Ok, moi je dis se remettre d'une soirée électorale déprimante. Kero Kero Bonito Flamingo. Je l'ai En pas. mode, en mode ironie 100%. Ouais, ou juste la chanson Trollolol, je sais pas, mettez un truc absurde. Le truc d'écouter de la musique déprimante quand t'es déprimé pour que ça. Non, ça, pour certaines personnes, ça peut avoir un intérêt. Ouais. Moi, je faisais ça quand j'avais genre 15 ans. Je le fais pas, je le fais plus trop maintenant. Parce que j'essaye de Ok, pas genre rester dans une vibe déprimante à bon, tout après, prix. pour se motiver à bouger, je pense que je vais être hyper stéréotypique et je vais dire Eyes of the Tiger ou un truc comme ça. Waouh. Bah, qu'est-ce que tu veux? Genre, on te dit une musique pour te motiver à te bouger. Et tu vas te donner quoi? Moi, je donne 7W de La Fève, Ok. de l'album qui vient de sortir. Fêter une victoire politique? Je sais pas, je vais pas écouter de la musique pour fêter une victoire politique, moi. Fêter une victoire politique, Monster de Future. Ok. Moi, je vous balance des gros bangers trap sur lesquels je m'enjaille pour fêter une victoire. Genre, je suis très concret. Chiller et rêver d'un monde meilleur, est-ce que c'est pas Imagine? Ouais. Chiller et rêver d'un monde meilleur, moi je Ou dirais. Across the Universe? Moi j'écoute Tipper. Tipper, c'est un producteur de musique électronique qui fait des trucs. Je trouve le sound design est très très stylé dans la musique de Tipper. Et ouais, pour une vibe genre solar punk futuriste et tout, moi je dirais Tipper. Voilà, réponse très personnelle. Une question comme ça, de toute façon,
C'est vraiment Et les une goûts de musique que j'aurais chacun, ouais, mais il y a merci pour la question. une musique que j'aurais aimé retrouver pour pouvoir la partager, mais je vais pas la trouver donc pas grave, Cette semaine, la j'ai prochaine fois. écouté le concert de Tyler, le créateur, de son festival 2023. Toujours ultra basé. Genre, il a vraiment. Il a pas perdu de son énergie et de son talent et tout. Et j'ai vraiment kiffé cette performance. Donc, allez voir ça, je vous recommande fortement. Son Ah, dernier concert. c'est vrai quand même que les intros d'animés, ça peut être très, très efficace, hein. Si c'est un truc genre si vous avez regardé ça quand vous étiez enfant et tout, ça peut avoir un énorme impact, émotionnel. Ouais. Non, Alors, je vais pas le prochaine retrouver. question. Hein? Non, je cherchais, et je pense que je vais pas le retrouver, je cherchais un truc très spécifique. Je Sinon, vous dirai une le prochaine dernier fois, je vous album dirai. de Skrillex est vraiment bien pour faire la fête, je trouve. Hein. Ouais, il doit y avoir de bonnes musiques dedans. Too Bizarre est trop bien. Tears aussi. Bref, de toute façon, c'est juste nos goûts personnels à ce stade. Ouais, là, oui, mais je pense que la question, de toute façon, la personne s'attendait pas plus que nos goûts personnels. J'espère. J'espère qu'il n'y avait pas, genre, ils vont me donner la musique. Moi, quand j'avais 15 ans, quand j'étais déprimé, c'était Radiohead ou genre The Smiths. Mais quand je réécoute ça aujourd'hui, quand je réécoute les trucs que j'écoutais quand j'étais en full dépression à 15 ans, aujourd'hui, je cringe trop. Quoi. C'est vraiment. Après, ça avait son intérêt dans Ou, certains attends. contextes. Ok, on va se mettre d'accord. Ouais. Retrograde de James Blake. Oh, ouais, elle est trop bien. Allez, dans toutes les Allez, situations. voilà, on sort là-dessus. Ah non, pour fêter une victoire, Rain Girl de Yeji. J'imagine juste une soirée. J'imagine on gagne le. Ok, attends, on a perdu tout le monde. On peut même pas écouter les On musiques. s'en fout, on s'en bat les couilles. Là, je donne juste mon avis. En 2027, on gagne en 2027. La gauche de rupture gagne en 2027. Rain Girl de Yeji. Genre, j'imagine juste une grosse soirée. Ok, je vais arrêter. Je vais Oh, arrêter. ok. Clair de lune On a dit qu'on arrêtait. de Debussy. Je crois que c'est la meilleure musique Pour quel du monde. contexte? Tout, Tu peux pas juste dire tous les contextes. Attends. Je sais que je l'ai dit. Chiller, rêver d'un monde Chiller, meilleur. ouais. Chiller, rêver d'un monde meilleur, je pense que c'est bien. Ok, voilà. J'espère que ça répond. Sinon, vous avez il y a dans le Discord, dans le Discord de la Neutrosphère, il y a un salon recommandation de musique où je poste régulièrement des trucs. Voilà. Avis la population. Prochaine question de Cornel West. Trop bien. Est-ce que les libertés. Tu te sens froissé de pas avoir plus de gens qui regardent ce que tu mets dans ce salon sur Discord? Non, je sais que les gens sont pas là pour mes takes musicales principalement, quoi. Non, c'est blague. Ah, vas-y. Est-ce que les libertés et le déterminisme sont compatibles ou incompatibles? Pourquoi c'est que des questions de fou cette semaine? Genre, c'est des questions. Attends, je réponds. Et attends, il y a une deuxième partie. Est-ce que Je réponds les pas à la réussites et le bonheur sont collectives ou individuelles? Je te laisse répondre. Hein. Alors, première question. Compatible. Deuxième question. Oui. Développe. Non. Alors, est-ce que les libertés et le déterminisme sont compatibles ou incompatibles? Alors, ça dépend de quelle manière tu le perçois. Si tu perçois que l'illusion, si tu te rends compte que la liberté, c'est une illusion, mais que tu es OK avec ça parce que tu as compris que de maintenir cette illusion te permettait d'être plus heureux et d'être un agent plus actif et qui va plus vers des choses qui améliorent sa vie, etc. Dans ce cas-là, tu vas considérer que c'est compatible. Si tu considères que le fait que ce soit une illusion rend le fait que tu te rends compte que le déterminisme existe fait que t'es pas libre. Enfin, je pense là, t'es coincé dans un doomerisme invalidisant. Mais je crois que Et personne est tu dans vas ce cas penser que c'est concrètement. Hein. compatible. Moi, j'arrive pas à m'imaginer quelqu'un qui se rendrait compte que tout est déterminé et qui littéralement tomberait en dépression
Donc ma réponse va être compatible parce que tu peux techniquement, même avec le déterminisme, comprendre que l'impression de liberté, elle a un impact comme si en fait la liberté existait, la même chose. Je pense que Parce que 100% des nous, gens qui sont déterministes dans leur philosophie vivent leur vie comme si c'était pas déterminisant. ouais. Et pour l'autre, est-ce que les réussites et le bonheur sont collectifs ou individuels? Je pense que c'est un faux dilemme cette question. Je pense que les réussites et le bonheur peuvent être perçus d'un point. En fait, vous pouvez, en tant qu'ego individu, percevoir des réussites et du bonheur, et en tant que partie d'un ego de groupe, percevoir du bonheur et des réussites. Il y a pas de, les deux ne sont pas opposés pour moi. Voilà, c'était ma réponse. Je sais pas trop quoi répondre à ça. Est-ce que les réussites et le bonheur sont collectifs ou individuels? Je Moi, trouve pas que c'est un faux dilemme. ouais, moi je dirais individuel. Parce que même quand c'est collectif, tu le ressens comme collectif, toi, Bah, du coup, c'est individuellement, collectif dans ta aussi. tête. Ouais, bon. Ouais. Bah, du coup, oui, mais ça, du coup, ça reste collectif quand même. Ok, on va rester sur la réponse de BPT parce que moi là-dessus, je suis pas sûr que je vais avoir la meilleure réponse. Ok, Des très très bonnes questions cette semaine. ouais, c'était bien. J'espère C'est que les très réponses sympa. étaient satisfaisantes. Je On a pense fait quand du mieux même. qu'on a pu. Je pense que c'était pas mal quand même. C'était pas Bah mal sur le écoutez, travail, t'as géré. bah déjà, j'espère que ça vous a plu la nouvelle intro. On part dans ce nouvel arc, 28e épisode du podcast, Let's go. euh, qui devient de plus en plus intéressant, je trouve, parce qu'au fur et à mesure, on prend un peu la main. En plus, du coup, on vous attend la semaine prochaine. Il faut que absolument vous voyez le film Pleasantville. Et on va complètement le spoiler la semaine prochaine. On a des gros trucs à dire dessus. En tout cas, moi, parce que toi, tu l'as pas vu encore. Moi, je vais regarder cette semaine, je vais me faire ça au calme. Ça va être un bon moment. Et, et du coup, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-nous la semaine prochaine, tout le monde. Ciao!